plus rough à boire, par exemple. C'est lui le plus fort. Alex Champagne est en studio, comment tu vas? Ça va, toi? Là, t'arrives d'un atelier de photo. Oui. Fait que tu fais encore de la photo. Je fais moins de photos, mais je fais plus d'ateliers photo pour apprendre aux gens à faire de la photo pour que les gens arrêtent de m'engager moi puis qu'ils engagent ceux que je forme. Pourquoi tu... by the way, attends, il faut qu'on mentionne le fait qu'on est habillés pareil. On est, man, pas juste un peu, on a les mêmes pants. On a les mêmes pantalons. Les Lululemon ABC Jogger. Tout est dans tout. Tout est dans la même tuque. Quand on est connecté, là, Je sais. t'es un des gars avec qui je m'entends le mieux sur les réseaux sociaux. C'est vrai? Pour vrai, puis, Pareillement. tu sais, on s'est croisés à quelques reprises. On a plein d'amis communs. T'es venu ici à m'amener pour un party. Moi, j'étais trop occupé et je savais plus où donner de la tête. Mais on s'écrit souvent sur les réseaux sociaux. Ouais. Puis j'avais hâte que tu sois ici parce que, de un, je trouve je m'identifie quand même à toi. T'es super polyvalent. T'es un gars, un vrai gentil. Ouais, dans le milieu, il y en a plein qui ont l'air gentils. Il y en a qui le sont plus que d'autres. Ben, je pourrais remplir la pièce de gens qui diraient le contraire, comme tout le monde dans la vie. Parce que ça arrive des fois que tu as des interactions avec des personnes, ça va moins bien. Comme qui, mettons? C'est ça. J'ai un nom sur ma feuille, mais je m'en allais pas là tout de suite. Mais... Tantôt. Vas-y donc. Mais j'ai Caroline Néron qui est ressortie dans une recherche Google. Oui, je sais. Mais Caroline, oui. Puis Caroline, on s'est parlé, by the way, pour les gens qui savent pas, on s'est parlé. J'ai été rough. T'as été rough parce que la quote, c'était quoi, Dave? Je suis vraiment irrité par la situation parce que personne n'ose dire que Bijou Caroline Néron était gérée comme de l'hostie de merde. Merci. C'était celle-là? Ben oui, c'était celle-là. Puis je l'assume d'avoir dit ça. C'était inapproprié. C'était pas correct. Je pense que, ben c'est sûr que si on regarde le résultat, on se dit la gestion, il y avait des lacunes. De le dire comme ça, si j'avais à aller me revoir, au moment où j'ai dit ça, que je pense que c'était en janvier 2018, en enfant de même, je me donnerais une tape sur la gueule, parce que je trouve pas ça correct de parler comme ça des gens. Puis ça m'a empêché de dormir pendant comme un mois d'avoir fait ça, parce que je me sentais vraiment, vraiment pas bien d'avoir parlé comme ça de Caroline. Je me suis excusé personnellement à Caroline. Ouais. J'ai tendu la main plusieurs fois pour qu'on puisse se rencontrer, prendre un café. Elle a refusé, puis avec raison. Qu'est-ce qui a fait que tu as décidé d'écrire ça? Y a-tu un trigger où t'es en réaction à quelque chose? Ou? Ben, la première affaire, c'est que je me pensais vraiment bon. Mon année 2018 a été hallucinante. J'ai vraiment, vraiment eu une bonne année parce que je pense que j'ai bien géré mes affaires. Puis l'autre affaire qui me gossait, c'était tout le spectacle qu'on met autour des entrepreneurs, puis le fait d'être riche, puis d'avoir de l'argent, puis tout ça qui m'écœurait. Puis je me disais, tu sais, si seulement on savait c'est quoi la réalité... on ne s'étonnerait pas de voir des gens qui font faillite parce qu'ils prennent des mauvaises décisions. Puis encore là, c'est pas un jugement de valeur par rapport à Caroline. Elle a eu des embûches, il y a eu des choses. Puis même si c'est de sa faute, je veux dire, il n'y a personne dans la vie qui veut faire faillite. Il n'y a personne qui veut mettre du monde à la porte. Il n'y a personne qui veut être vu dans les médias comme quelqu'un qui fait faillite. Donc, pour ma part, ce que j'ai dit, c'était vraiment pas correct. Même s'il y avait des lacunes, tu sais, encore une fois, je pense pas que c'est volontaire. Ah ouais. Je pense que Caroline dégage une grande leçon de ça, puis je pense qu'elle va ressortir une meilleure personne, parce que tout le monde a le potentiel d'être bon ou d'être pas bon, ça dépend des choix Je suis qu'on le fait. premier à le savoir parce que moi, j'ai fait faillite en 2014 après mes problèmes de consommation, puis j'avais plus une scène, puis j'avais bien de la misère. Puis je me suis remis sur la map. Mais ceci dit, c'était pas là que je voulais aller pantoute avec toi, là, puis te mettre sur le spot avec ça. Mais ça fait partie de ma vie, ça fait partie des choses que j'ai faites. Puis je veux dire, si je suis pas capable de prendre la responsabilité de mon passé, je me vois mal continuer à dire je veux aider, puis je suis fin, puis whatever. Fait que quand tu dis t'es un vrai gentil, oui, mais il y a des moments où je suis devenu, je sais pas, dans mes mécanismes de défense, je suis devenu arrogant, pas correct, puis c'est un comportement que je dénonce de la part de certains chroniqueurs dans certains médias, puis moi je l'ai déjà fait. Ouais. Fait que je peux pas faire semblant que ça n'existe pas. Mais t'es un gars que je trouve, en tout cas, plus j'apprends à te connaître, plus je te trouve intègre puis franc aussi. Tu n'as pas peur de ton passé. Mais ton passé, j'ai quand même... J'ai beaucoup de questions pour toi. Okay. Mais pour vrai, puis juste pour apprendre à te connaître, mais tu sais, je sais que tu as arrêté de boire. Oui. Puis je sais pas pourquoi. Tu sais, je sais qu'il y a des... Moi, j'ai arrêté de boire parce que je l'échappais, parce que ça ressortait, ça m'amenait ailleurs. Je me questionne, tu sais, puis je sais pas si tu veux aller là ou pas, oui. Mais t'as-tu arrêté de boire par choix ou c'est choix parce que t'as arrêté de boire parce que t'étais rendu là? Écoute, c'est les deux, en fait. Je préférais la personne que j'étais quand j'étais en état d'ébriété. Parce que quand j'étais en état d'ébriété, j'étais moins anxieux, je faisais moins d'angoisse. J'étais comme un gars qui faisait régner la paix. J'empêchais les gens de se battre. Je trouvais des lifts aux gens qui voulaient conduire en état d'ébriété. Je me faisais des nouveaux amis. Tout le monde me trouvait drôle. Puis, tu sais, je pense que j'ai un potentiel comique qui est le fun.
Puis avec l'inhibition qui s'en va, avec la quantité d'alcool que tu ingères, je pense que j'étais... Moi, je me trouvais drôle, en tout cas. Je sais pas si les autres me trouvaient C'est toujours drôle. une question de perception. C'est ça, je sais pas si les autres me trouvaient drôle, mais moi, j'avais du fun en mot-à-dit. Puis à un moment donné, j'ai réalisé que mon niveau de bonheur dépendait, était intimement lié à ma capacité à m'adresser à la réalité. Mhm. La réalité, c'était que je suis un gars anxieux, angoissé, qui a des problèmes d'agressivité, qui a des problèmes de colère, qui avait un paquet de problèmes comme ça, puis que l'alcool, puis le fait de cacher ça, ça allait juste amplifier le problème à long terme, ça allait devenir insupportable, donc j'ai arrêté de boire. En même temps, l'alcool a détruit ma famille, littéralement. Là. Ah ouais, OK. Euh, C'est Ouais, générationnel, là? Oui, j'ai des personnes, puis pas mes parents directement, mais j'ai des personnes dans ma famille qui ont beaucoup souffert de l'alcoolisme. Puis je sais que ça va sonner quétaine, mais j'avais envie d'être un phare pour les gens qui ont des problèmes d'alcool. Parce que la meilleure façon d'arrêter un problème d'alcool, c'est d'arrêter de boire. Ah ouais. La réduction des méfaits, c'est la première étape, tu le sais. Ouais. Mais en même temps, si tu veux te guérir de ça, il ne faut pas toucher à ces substances-là. Parce qu'il y a certaines personnes chez qui la réaction, puis c'est chimique là, au niveau du cerveau, c'est incompatible. Puis pour ces gens-là, c'est important de montrer que c'est possible de vivre sans. On a créé tout un marketing. Puis tu sais, un de mes très bons chums, c'est Olivier Primo. Puis Olivier Primo fait principalement des sous avec une boisson alcoolisée. Ah Puis, ouais, avec sa Beach Everyday. Puis, exactement. Puis j'ai absolument rien contre ça. Je veux dire, si les gens sont capables de boire de façon responsable puis de prendre leurs responsabilités, je veux dire, moi, je vois pas de problème. Mais il y a des gens pour qui c'est impossible. Moi, je m'adresse à ces gens-là. Puis c'est vrai que tout dans la société est axé vers le party, la récompense, le valoriser. Et de plus en plus. Mais je trouve qu'on est après tourner le coin un peu. Là. J'ai l'impression que la nouvelle génération, tu sais, nous autres, quand on était jeunes, 16, 17, 18 ans, tu as le goût d'expérimenter, tu valorises, te péter la face ces fins de semaine. J'ai l'impression que la nouvelle génération sont moins là-dedans. Tu sais, sont plus dans santé, prendre soin d'eux autres. Peut-être pas tout le monde, évidemment, mais je veux revenir à ce que tu disais. Puis ça me fait rire parce que tu me l'avais déjà mentionné au niveau de la colère puis de l'agressivité. Puis quand je te regarde, t'as l'air d'un des gars les plus posés. Tu sais, ta voix... Ben non, mais tu sais, ta voix, quand tu parles, est relativement douce, tu sais, elle est calme, elle est stable, t'as l'air réfléchi. Ça ressortait en quoi tes crises de colère ou ton agressivité? Écoute, comment ça ressortait? Ben, des chicanes, tu sais. Moi, je suis un gars qui se pognait avec du monde, là. Mais comme... Puis l'émotion monte tout de suite, incapable de rationnellement comme calmer mes émotions, questionner même mes émotions, tu sais. Il se passait quelque chose que je trouvais injuste, j'explosais, tu sais, j'engueulais. Mais tu sais, je suis pas non plus un tyran, là. Je suis pas quelqu'un qui, dans le milieu de travail, engueulait du monde. J'ai travaillé des années pour 3 fois par jour, j'étais boss. Puis je pense que c'est arrivé 1 ou 2 fois là, que je l'échappais un petit peu, mais c'était pas directement à mes employés, c'est juste qu'à un moment donné, il arrivait une situation, puis là, je me mettais... C'est un problème de gestion des émotions. Ben carrément. Puis c'est un problème qui est très répandu, puis c'est un problème dont on parle pas beaucoup. C'est sûr que ça me gêne un peu d'en parler, mais je trouve ça important. Pas parce que je veux m'attirer un capital de sympathie, mais parce que je veux dire... Puis une des meilleures anecdotes, c'est... j'ai... l'année dernière, je pense, en 2000... En tout cas, je me souviens plus quand. Il y a comme un an et demi, j'avais commencé à faire des démarches. Ben, ça fait longtemps que je suis en thérapie, mais je m'étais dit, OK, je vais essayer de voir un centre qui s'intéresse spécifiquement à la colère. J'avais fait un bon bout de chemin dans la gestion de mes émotions. Puis j'ai appelé dans une place, puis j'ai laissé un message, ils m'ont jamais rappelé, j'étais vraiment en tabarnak. Puis je trouve ça vraiment drôle, que comme la place qui peut me guérir. Ça rappelle pas, puis c'est un trigger pour... Mais c'est quoi? Aidez-moi, tu sais. Tu sais, on a dit gestion des émotions. J'ai l'impression que des fois, c'est même plus découvrir quelle émotion tu vis. Tu sais, puis là, je veux pas y aller dans le genre gars-fille, mais je vais y aller quand même. Particulièrement les gars, je trouve que souvent, on a le réflexe facile vers la colère. Ouais. Tu vas être déçu, tu vas être en tabarnak. Mais t'es pas fâché, t'es déçu. Tu vas avoir peur. Ah non, je suis en crise. Non, t'as peur. Fait que c'est comme si on met pas... tout, par défaut, vire vers la colère, alors que c'est pas ça du tout l'émotion de départ. Fait que, puis moi, c'est la plus belle affaire que j'ai pu faire en thérapie, c'est qu'on me force à prendre le temps, quand tu files de quoi, de faire comme, OK, c'est quoi que je ressens présentement? Parce que c'est pas vrai qu'on le sait tout de suite, spontanément. Non. Il faut des fois que tu t'assois puis tu y penses pendant une couple de minutes pour que tu réalises, OK, là, ce que je ressens, c'est de l'insécurité. Exact. À cause de... Fait que là, je fais que dans le fond, je suis pas fâché. Fait que dans le fond, pogner les nerfs, j'ai pas rapport à pogner les nerfs. Il faut juste gérer mon insécurité. Tu sais, fait que tout ça, mais là, le centre, as-tu fini par te rappeler finalement? Non. Puis là, j'ai trouvé d'autres places. Puis j'ai commencé à mettre du cristal sur mon torse.
la nuit, les soirs de pleine lune, ça change. Non, c'est pas vrai. Je vais te respecter. Je Comment vais je vais le gérer la respecter, question? man. Non, en fait, t'as raison quand tu dis ça. Puis, tu sais, tu veux pas genrer, mais il y a un grand problème chez nos garçons, chez les hommes, qui est le problème de la colère. Puis, je vais te faire ça bien vite, là, parce que je suis pas psychologue, je suis pas un professionnel de la santé mentale. Je demande aux gens de vérifier leurs sources aussi. Mais la colère, c'est vraiment comme une espèce de comment je pourrais dire? C'est comme un paravent pour les autres émotions. C'est que comme homme, on n'a pas été culturellement habitué à exprimer nos émotions. Et donc, quand il y a une émotion qui arrive, notre cerveau bloque l'émotion. Ouais. Puis c'est de la colère parce que c'est de la douleur, OK? Il va avoir un symbole. Le symbole va te faire réagir. Il va surtout te faire réagir par rapport à ce que tu as vécu dans ton enfance, bien plus qu'à ce qui se passe maintenant. Je te donne un exemple, excuse-moi. Tu te fais couper en char, tu pognes les nerfs, tu as envie de tuer la personne qui t'a coupé en voiture. Comme adulte responsable qui est dans le présent, ça se peut que la personne ait manqué d'attention, ça se peut que la personne soit pressée, tu sais pas ce qui se passe, mais toi, tu as envie de te battre avec cette personne-là. Puis réalistement, dans le présent, il n'y a personne qui sait pourquoi c'est arrivé, mais tu pognes les nerfs et ça vient te chercher vraiment loin. Mais pour moi, ton émotion, c'est pas un fait. Ton émotion, c'est un signal. Il y a un signal qu'il y a quelque chose qui t'a dérangé là-dedans. Cette chose-là, si tu enlèves le symbole, qui est la personne qui t'a coupé, cette chose-là va beaucoup plus loin. C'est le fait de ne pas avoir été vu, de ne pas avoir été considéré, le fait qu'on t'ait manqué de respect. Puis si tu recules, tu dis, ben, je me suis déjà aussi senti comme ça dans ma vie. J'étais très, 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 très jeune. Le travail de la docteure Ingeborg Bosch-Bonomo, qui est une Allemande, qui est une psychologue allemande, résume tout ça de façon extraordinaire à travers 3 livres. Le livre Illusion, le livre Guérir les traces du passé et son dernier qui s'appelle... Je m'en souviens pas. Je le googlerai tantôt, mais son travail à elle sur les mécanismes de défense puis la manière, en fait, l'autothérapie qui va mener au fait de réaliser que ses émotions, c'est un signal, ça a changé ma vie. Clairement, tu t'es renseigné sur le sujet. C'était dans le but de devenir une meilleure personne, dans le but de mieux comprendre tes patterns. Mais c'est drôle, puis je riais quand tu racontais l'histoire en auto parce que, tu sais, encore à ce jour, alors que je pense avoir beaucoup évolué en tant qu'homme depuis longtemps, mais encore à ce jour, si je me fais couper en auto, je pogne les nerfs et j'ai envie de me pogner. Ouais. Ça en est absolument ridicule. J'ai 37 ans, j'ai des enfants. Puis en même temps, j'en coupe du monde des fois par erreur aussi. Tu comprends? Puis c'est pas parce que je me pense... Puis là, on tire des conclusions. Il se pense le roi de la route. Il se fout. Mais non, non, mais c'est instantané parce que c'est l'évolution réactive de l'être humain. On a été conditionné pendant des dizaines de milliers d'années à se protéger, à avoir peur, à craindre pour assurer la survie de notre espèce. Puis c'est pas vrai qu'en une génération, on va déconditionner ce que l'amygdale fait dans ton cerveau qui te protège des dangers. Puis l'affaire, c'est qu'on a une conscience maintenant qui est favorisée par l'apparition du néocortex. Fait que ça, c'est le cerveau qui est par-dessus ton cerveau limbique. Fait que t'as comme un cerveau d'animal, puis t'as ton cerveau d'humain par-dessus. Puis les deux sont comme, asti, on a vraiment de la misère à s'entendre. Fait qu'il y en a un qui fait comme, va-t'en de là, pogne les nerfs, frappe. Ça, c'est l'instinctif. C'est l'instinctif. Puis t'as ta matière grise qui fait comme, attends un peu, là. C'est juste ma blonde qui dit que ce soir, elle a besoin de temps pour elle. Elle n'est pas en train de m'abandonner. Elle n'est pas en train de faire de me tromper, whatever. Elle a juste besoin de temps pour elle. Puis tout ça, c'est à la base de nos relations entre les individus. Puis si on n'est pas capable de s'y adresser comme il faut, ben on ne changera jamais tout ce que l'évolution nous a apporté de très bon, qui nous protégeait à ce moment-là. Mais l'époque a changé, les mœurs ont changé, la complexité des problèmes a évolué. Fait qu'on ne peut plus réagir comme on réagissait avant, aujourd'hui, dans un contexte démocratique, dans un contexte de société où on est intrinsèquement liés les uns aux autres. Est-ce que t'appliques, tu sais, c'est fascinant, puis clairement, moi j'adore le fait que tu es renseigné aussi, puis je suis... Je connais pas tout, hein, je répète ce que j'ai Non, je sais, mais on est souvent comme ça, mais c'est vrai, t'as-tu juste un secondaire 4? J'ai un secondaire 4. Puis un c'est diplôme de l'école de l'humour. Mais ça, je le sais, mais tabarnouche, puis ça vient... moi, je veux pas partir dans 18 directions, mais ma mère est une ancienne prof. J'ai énormément d'admiration pour nos enseignants et nos enseignantes, mais il y a une partie de moi qui trouve que notre système d'éducation est désuet. Puis je pense que tu en es la preuve. Puis même, naturellement, j'ai répondu en disant tu as juste un secondaire 4. Puis j'étais étonné à cause que tu es éloquent, à cause que tu parles bien, à cause que tu es renseigné, à cause que tu es éduqué, entre guillemets. Parle-moi donc de ton parcours. Ben en fait, moi, l'école secondaire, ça a été extrêmement traumatisant pour moi. Je ne fitais dans aucune catégorie. En ce sens que j'avais des super bonnes notes. Puis là, je sais qu'il y a des profs qui m'ont eu dans les écoles, des surveillants, des éducateurs spécialisés, whatever. J'avais des full bonnes notes. J'étais fin. J'étais un gars poli, bien élevé, tout ça. Mais j'avais pas de plaisir à apprendre à l'école parce que je comprenais tout vraiment rapidement. Fait qu'après 5 minutes dans le cours, j'étais genre, bon,
Je ne sais pas pourquoi je vais me servir du fait de calculer la surface d'un triangle, parce que si éventuellement j'en ai besoin, je peux juste aller voir un livre et me dire comment on va le faire. Ouais. Moi, j'étais juste comme, c'est juste normal. Un peu surdoué? Je pense que oui. À ce moment-là, les diagnostics, ça n'existait pas vraiment. On parle de 98 à 2003. Ouais. Mais tu sais, sans mettre un terme là-dessus, tu as une facilité d'apprendre J'ai une plus facilité rapide que les autres. Ben, je pense que oui. Plus rapide que les autres, je ne le sais pas, mais je sais que j'apprends rapidement. Donc, je m'emmerdais. Puis moi, ce que je voulais faire, c'est de la musique. J'ai commencé à jouer du drum, j'avais 6 ans, de la guitare à 14 ans. Mais à l'école, on ne m'offrait pas la possibilité de m'exprimer de cette manière-là. J'étais dans une classe, dans un cadre hyper rigide. Puis vu que je faisais des niaiseries, ben à cette époque-là, tu avais les bons élèves puis les mauvais élèves. Fait que les mauvais élèves, c'était ceux qui vendaient de la drogue, prenaient de la drogue puis ils se battaient. Puis tu avais les bons élèves qui étaient des premiers de classe. Moi, j'étais dans les deux catégories en même temps. Ouais. Fait que j'ai passé mon secondaire avec ils appelaient ça les délinquants dans ce temps-là. La classe des délinquants. Hey, c'est-tu tough à être étiqueté, ça? Man, dans ce temps-là, là, moi, je me souviens, à l'école secondaire des Rives, là, le bureau du psychologue et de l'éducateur spécialisé était entre le gymnase puis la cafétéria. Puis le seul temps que tu peux aller voir le psychologue, c'était pas sur tes heures de cours, fait que c'était sur l'heure du dîner. Fait que quand quelqu'un allait dans le bureau du Tout le psychologue, monde te voyait. tout le monde te voyait. Puis là, tout le monde te traitait de malade mental. Fait que nous autres, on a grandi avec ça. Ouais. Tu sais? C'est correct, ça fait partie de cette époque-là. Maintenant qu'on le sait, on doit prendre action par rapport à ça. C'est pour ça que ma génération se bat présentement au niveau des soins de santé mentale, au niveau surtout de la culture qui entoure la santé mentale. Le fait qu'une personne, tu dis pas à une personne, ah, toi, t'es bipolaire. Tu peux pas dire ça à la légère à quelqu'un. Tu peux pas diagnostiquer une personne si t'es pas un professionnel de la santé mentale et ainsi de suite. Fait que tout ça pour te dire que je fitais pas dans le cadre, puis à un moment donné, j'étais écœuré d'avoir des retenues, des suspensions. Fait que j'ai demandé à ma mère de motiver mes absences quand j'allais pas à l'école, puis je jouais au PlayStation à Need for Speed. J'étais vraiment super bon. Puis moi, dans le fond, je voulais aller à l'école de l'humour. J'avais tellement été rejeté à l'école, j'avais tellement pas eu de leçons sur comment cultiver mon amour-propre que j'avais envie d'aller la chercher ailleurs. Fait que je voulais rentrer à l'école de l'humour pour être populaire. Okay. C'est ça que je voulais. Faire rire, avoir la tape dans le dos, Exact. la réaction, avoir l'attention aussi, c'est le fun. Ouais. Puis fait que quand un jeune aujourd'hui dit moi je veux devenir YouTuber, je suis comme je comprends parfaitement pourquoi tu veux devenir YouTuber. Parce que la société dans laquelle tu grandis ne te voit pas. Tes parents te voient pas, puis je mets pas le blâme sur les parents, man. C'est tough être parent, tu le sais. Ouais. Je le sais. Il y a des circonstances aussi atténuantes quand tu es mère ou père monoparental. Il y a tellement d'affaires qui rentrent en ligne de compte, mais ça prend tout un village pour élever un enfant. Fait que la responsabilité ne doit pas reposer que sur les parents. Mais tout ça mis ensemble, c'est que je comprends maintenant pourquoi on a besoin d'avoir des... Ouais, de cette dose clubs, d'amour-là qui est vide, puis qu'en même temps qui est relativement nourrissante par moment qui est aussi. extrêmement nourrissante, Ouais. mais à court terme. T'appliques-tu ça pour ta fondation Ciel? Oui. Explique-moi. Tu sais, en fait, moi, ce que je veux, c'est que tu me name drop ta fondation. Explique-moi tout ça. C'est fascinant. Là, j'ai les feuilles ici, mais j'ai pas envie de le dire. J'ai envie que ça soit toi qui en parle. Ben, la fondation Le Ciel, premièrement, Le Ciel, ça veut dire le Centre pour l'intelligence émotionnelle en ligne. Okay? Je te résume ça grossièrement. Dans le fond, en ce moment, ce qui arrive, c'est qu'on a des plateformes où on peut échanger, créer des liens entre les personnes. Puis moi, au début, avant de mettre la fondation sur pied officiellement, je disais que ce qu'on voulait, c'était éliminer le fardeau psychologique qui venait avec le fait d'être sur les médias sociaux pour les adolescents. L'enjeu avec ça, c'est que les adolescents d'aujourd'hui ont grandi avec ça. Ils sont nés avec ça. Moi, je ne suis pas né avec ça. C'est apparu dans ma vie quand j'avais 21 ans, 22 ans. Je sortais de l'école de l'humour. Mon jugement était presque fini d'être formé à ce moment-là. Je n'avais pas la maturité que j'ai aujourd'hui. Puis, j'ai pas la maturité aujourd'hui que je vais avoir dans 10 ans non plus. Fait que la fondation venait du fait je m'étais dit, hey, si j'avais eu Facebook, Instagram, Snapchat quand j'étais au secondaire, ça aurait été 50 fois pire. Ah, je pense que oui. Puis je me disais en même temps, mais je le sais pas, il faut que j'aille voir pour le savoir. Fait que j'ai commencé à consulter des études, tout ça, qui disaient qu'il y a beaucoup de jeunes qui ne considèrent pas avoir un problème avec les médias sociaux. Puis il y a beaucoup plus d'adultes qui considèrent que les jeunes ont un problème avec les médias sociaux. Parce que là, le problème... On a un comparatif, on a un comparable. Ben, plus ou moins, parce que moi, quand j'étais au secondaire, c'est la première génération en ce moment au secondaire qui a des médias sociaux. Ça n'existait pas avant. Fait que c'est comme un nouveau problème. Fait qu'en ce moment, l'autre enjeu qu'on a, que la Fondation vise sur lequel on veut s'adresser, c'est le fait qu'on a 4 générations en ce moment qui sont en vie. Et ces 4 générations-là ont le même outil dans les mains, mais ont des enjeux complètement différents. Donc, c'est difficile de créer un dialogue intergénérationnel pour aider chacune des générations pour les raisons qui sont bonnes de les aider. Par exemple, la cyberdépendance, la cyberintimidation, toute la méchanceté, la haine qu'il y a sur les réseaux sociaux. Aussi le fait qu'on a créé un marché de l'attention et que l'utilisateur est devenu le produit. Fait que, à force de réfléchir tout ça, puis à force de réaliser que les plateformes de réseaux sociaux vont se nourrir à même l'attention des gens, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on peut bien aller cogner chez Facebook, faire des lois, des cadres, mais les lois et les cadres, c'est fait pour être plié. C'est ça qu'une corporation va faire. Puis c'est correct, c'est fair game. Sauf que nous, ce qu'on s'est dit, c'est que si l'individu est le produit, on doit changer le produit, et en changeant le produit, on va devoir changer la façon de le vendre.
Parce que c'est ça que Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, TikTok font. C'est qu'ils vendent l'attention des gens à des annonceurs. Puis ça fonctionne vraiment fucking bien. Oui, absolument. Puis tu sais, il y a eu un super documentaire sur Netflix aussi, là, Le Social Dilemma. Est-ce que, donc ce que je comprends, c'est que vous êtes dans la prévention ou dans l'enseignement chez les jeunes? On est dans la sensibilisation auprès de la clientèle adolescente. Juste clientèle, c'est pas des clients, là, mais auprès du public adolescent. Puis on est dans la prévention puis la vulgarisation scientifique au niveau des 18 à 118 ans. Puis ça se fait sous quelle forme? OK. Premièrement, on fait des ateliers dans les écoles secondaires avec un organisme qui s'appelle Bien-être numérique qu'on a acquis avec la fondation. Ça a été démarré par des étudiants en médecine à l'Université de Sherbrooke. OK. Qui se sont dit, il faut enseigner le bien-être numérique à travers des cours d'autodéfense numérique. Donc, comment réaliser que les plateformes numériques ont une emprise sur nous? Tu sais, des fois, on dit, Instagram, je suis vraiment addict à ça, nanana, puis on met la faute sur la personne. Mm-hmm. Il faut comprendre qu'on est dans un environnement numérique, un environnement graphique, un environnement d'expérience utilisateur qui fait tout pour te garder là. Tout pour te garder. Fait que c'est comme si tu nages à contre-courant. T'as beau être le meilleur nageur du monde, si la marée est trop haute, si les vagues sont trop fortes, le vent souffle trop fort. Un soir, t'es fatigué, tu sais, je veux dire, ça va. Ça. Oui. Exactement. Donc, ces mêmes plateformes-là, puis là, maintenant, elles le savent, les plateformes, ces plateformes-là vont se servir de nos vulnérabilités psychologiques pour capitaliser dessus. Donc, Au même titre qu'une machine à sous va trigger quelque chose qui va te donner envie de continuer de jouer. La même affaire. Puis si tu regardes The Social Dilemma, il y a un gars là-dedans qui s'appelle Tristan Harris. Tristan Harris a un podcast qui s'appelle Your Undivided Attention. Puis le premier ou le deuxième épisode, c'est sur le addictive design. Mm-hmm. Ou addictive by design, je pense, en anglais. Puis il explique comment on te rend confortable, on t'endort, on t'offre des choses qui vont faire en sorte que tu ne vas pas aller dans les zones de ton cerveau qui servent à te protéger. Tu vas ouvrir ton jeu. Dans la complaisance. Dans la complaisance, dans le confort. Tu sais, quand tu es confortable, quand tu es joyeux, tu ne te poses pas la question comment ça fait que je suis heureux de même. Mm-hmm. Mais quand tu es en dépression, tu fais comment ça fait que je file pas, puis là, tu te mets à capoter. Mais quand tu es bien, tu ne te poses pas de questions. Si tu ne te poses pas de questions, on peut te feeder n'importe quoi, puis tu vas continuer à vouloir être confortable. Les plateformes, c'est comme ça. Et nous, ce qu'on veut faire, c'est, à travers l'intelligence émotionnelle, qui est le fait de questionner nos émotions, de recevoir nos émotions comme des signaux que quelque chose va bien ou ne va pas bien, et prendre action sur ces émotions-là au lieu de réagir tout de suite. Parce que il y a une économie de la violence qui est spectaculaire sur les médias sociaux. On a monétisé l'opinion des gens. Particulièrement en temps de pandémie, là. Parce que plus de gens sont insécures, plus de gens vivent du stress financier, plus de gens sont écœurés par moments avec raison. Mm-hmm. Puis l'endroit où aller vomir tout ça, c'est ces réseaux sociaux. C'est ça. C'est devenu comme le parvis d'église qu'on avait dans les années 30, 40, 50, où l'église avait une grande mainmise sur le contrôle de la société, ce qui pour moi n'est pas correct du tout parce que ça s'adresse aux croyances puis c'est pas tout le monde qui ont les mêmes. Sauf qu'aujourd'hui, le clergé de notre époque, c'est les médias sociaux. Mm-hmm. C'est là qu'on fait le procès de tout le monde. Puis on est comme à l'adolescence des médias sociaux. On ne sait pas vraiment comment s'en servir. Si tu googles comment se servir des médias sociaux, les 35 premières pages sur Google, 10 résultats chaque, 350 premiers résultats vont te montrer comment faire de l'argent avec les médias sociaux. Il n'y a aucune page qui va t'expliquer comment bien te sentir. Comment bien naviguer. Comment t'expliquer l'étiquette. Tout ça, parce qu'on pense que les relations qu'on a sur les médias sociaux, c'est pas la vraie vie. Puis moi, je me souviens quand j'ai commencé à faire du web avec Contrat de gars en 2007, il était comme, ouais, mais ça, c'est un budget pour le web. Fait que le web, c'était de la merde. C'était comme, on regardait ça de haut, c'était comme les gens qui font du web, c'est parce qu'ils n'ont pas pu faire de la TV. Alors qu'aujourd'hui, on réalise que l'Internet, tu sais, Netflix, là, c'est que du web. Puis on réalise l'impact de la télé aussi à cette heure, tu sais, juste en termes d'attention, tu sais, les codes d'écoute sont plus les mêmes qu'il y a 10 ans. Non, parce qu'on n'offre pas un Puis on choix. a une accessibilité à tout ce qui se passe sur la planète. Moi, il y a un enjeu qui m'inquiète. Sur les internets, ces réseaux sociaux. Puis je me demande si vous attaquez à ça, mais c'est la surinformation. Tu sais, parce que là, on est dans une période où on a accès à toutes les informations. Peu importe ce que tu recherches, tu vas le trouver. Tu cherches des bébites, tu vas trouver des bébites. Tu cherches quelque chose qui va avec lequel tu vas être d'accord. Tu cherches un angle en particulier, tu vas le trouver. Des sites d'informations bidons, tu en as des tonnes. Des parcelles d'informations, donc des débuts de situation. Je pense entre autres à des fois quand les policiers se font filmer, qu'on attend, on voit juste la fin de l'arrestation musclée, puis on n'a pas tout le contexte qui vient avec. C'est l'exemple qui me vient, mais ça vient dans toutes sortes de situations. Mais qu'est-ce qui s'en vient par rapport à ça? T'sais, puis je sais que tu n'es pas un expert en réseaux sociaux, puis c'est même pas obligé d'être en lien avec ta fondation, mais il y a une espèce d'apprentissage à avoir à être capable de trier le vrai du faux dans tout ça.
Oui, OK, 2 affaires là-dedans. La première chose, la capacité de notre cerveau à recevoir de l'information est beaucoup moins grande que la capacité de la société à donner de l'information. Mhm. Le fait qu'on ait ouvert avec Internet, les médias sociaux, un accès au monde, ne veut pas dire qu'on est capable d'en prendre autant. OK? Notre cerveau est un ordinateur extrêmement puissant, mais il est facile à surcharger. Ouais. Le fait d'avoir beaucoup d'informations, ça peut faire en sorte qu'on est beaucoup plus confus qu'on est renseigné. Ça, c'est un enjeu. Le deuxième, puis c'est là que le pouvoir de l'utilisateur sur son utilisation rentre en ligne de compte. L'intelligence émotionnelle, s'adresser aux utilisateurs au lieu des plateformes, pas dire aux plateformes arrêtez ça, mais dire aux utilisateurs consommer de façon responsable. Ouais. Même chose qu'avec l'alcool, mettons. La deuxième affaire, c'est quoi je veux dire? Oui, puisqu'on est dans un environnement qui sert à te conforter, c'est impossible que les algorithmes te servent des choses qui vont à l'encontre de ce que tu aimes. C'est ça l'affaire. Donc, le problème, c'est que si tu crois en une chose de façon ferme, on va te proposer ces choses-là. L'autre affaire, troisième enjeu qui m'est venu en tête, il y a un algorithme de recommandation. Parce que on se rappelle à la base, l'économie des plateformes de réseaux sociaux, c'est l'attention des gens. Ouais. On se bat pour ton profite- attention. Exactement. Puis plus tu es sur la plateforme, plus eux autres, ça leur apporte. Voilà. Donc, comment on fait pour te garder sur la plateforme? On va te suggérer des choses quand tu as fini de faire une tâche. C'est assez... Imagine, tu es au bureau puis tu n'as pas de break. OK? Donc, tu fais ta tâche numéro 1, OK, tâche numéro 2, puis tu fais ça comme ça, sans arrêt. C'est ce que l'Internet fait présentement aux gens. On revendique le droit à la déconnexion. En France, ils ont des projets de loi pour ça. Donc, c'est comme les syndicats qui demandent d'avoir des breaks de 10 minutes pour leurs employés pour qu'ils puissent manger, aller faire ce qu'ils ont besoin de faire, prendre l'air, juste comme relaxer. Mais l'Internet, ça fait exactement l'inverse. Pourtant, aucune loi par rapport à ça. Bien non, c'est ça. Le droit à la déconnexion est super important. Ce qui arrive, c'est que, par exemple, tu vas entendre parler du vaccin contre la COVID-19 qui a été trouvé de façon scientifique. Bon, il y a tellement de débats là-dessus. Tu vas regarder un reportage sur le vaccin. YouTube va te recommander 10 vidéos sur des théories conspiratoires. Pourquoi? Parce que ça fait bien plus réagir que quelque chose qui va te conforter. Tu vas commencer à écouter ça. Là, tu vas en écouter 1, puis 2, puis 3, puis 4. Mais c'est en plein ça qui se passe dans The Social Dilemma. Sans que ce soit par rapport au vaccin, mais c'est par rapport à... C'est la même affaire. Un kid qui commence à regarder ça tranquillement, puis là, l'algorithme suggère un certain influenceur qui parle de ça, il consomme ça, puis là, finalement, ça finit, il s'en va s'acheter une arme. Tu sais. Exactement. Mais écoute, c'est sûr que c'est passé de façon grossière comme message, puis on réalise aussi que les plateformes de médias sociaux ont un impact sur les gens qui sont déjà vulnérables. Donc, les plateformes de réseaux sociaux ne vont pas créer des problèmes, elles vont exacerber les problèmes déjà existants. On n'a déjà pas de solution pour les régler dans la vraie vie. On en a encore moins sur les internets. Ça crée un problème encore plus grand. Mais c'est dur parce que j'ai l'impression qu'on joue en défense. Tu t'en vas sur les réseaux sociaux, tu regardes des affaires, puis même moi, des fois, je vais embarquer dans une certaine affaire, puis je fais, là, mané, il faut que je me force à prendre un pas de recul, puis là, ça a-tu du bon sens, ce que je regarde? Est-ce que tout le contexte est là? Est-ce que chaque information est là? Sauf que si il faut que tu fasses ça à chaque affaire, tu vas perdre énormément de temps, puis tu n'es pas tant proactif que ça. C'est de trier toutes les informations que je trouve que ça va devenir drainant, puis je me questionne à savoir, c'est quoi la suite des choses à ce niveau-là? Au niveau de la censure, aussi, tu sais... un gars que j'aime bien écouter, un de ses podcasts, c'est Joe Rogan, je le name drop souvent, la gang va rire en arrière. Mais tu sais, Joe Rogan, a été acheté par Spotify, est diffusé maintenant là-bas. Une des grosses affaires, c'est est-ce que Spotify va commencer à mettre des bâtons dans les roues par rapport à tu sais, on sait qu'il reçoit des Alex Jones, puis par rapport aux théories du complot, puis à tout ça, mais... je regarde, c'est très, très grande échelle, mais tu sais, tout ce qui s'est passé pendant les élections américaines, certaines personnes ont été censurées. Fait que là, on permet toutes sortes de surinformations. Certaines bidons, certaines ne le sont pas. Là, des fois, on en coupe. C'est ça. Moi, ça m'inquiète à savoir, tu sais, qu'est-ce qui va se passer avec la suite des choses si tu n'es pas complètement dans les valeurs de Facebook, par exemple. Eux autres peuvent te shadowban ou ils peuvent complètement te kicker off de la plateforme. En même temps, est-ce que tout le monde ne devrait pas avoir le droit à son opinion puis qu'on ne devrait pas enseigner à trier cette information-là? Oui, il y a plusieurs affaires là-dedans. La première chose, c'est qu'il faut comprendre, puis moi, j'y croyais pas jusqu'à il y a une semaine, la manière dont les réseaux sociaux fonctionnent sont une très grande menace à la démocratie. C'est quoi les fondements de la démocratie? C'est qu'on veut que la majorité des gens soient d'accord sur un système de valeurs qu'on a choisi ensemble pour avancer tous en même temps vers la prospérité, l'abondance, la paix sociale. La paix sociale, c'est quand même drôle parce que quand tu dis paix sociale, tu ne t'attends pas à parler de combat, mais la paix sociale est un acte combatif. On doit se défendre contre des intérêts privés
des petits groupes de gens qui contrôlent une grande majorité de la masse financière. Puis ça, pour moi, c'est un problème. De quelle manière les réseaux sociaux vont brimer la démocratie? C'est qu'on va permettre la polarisation des discours. Parce qu'on sait que ce qui fait réagir et ce qui rapporte de l'argent et ce qui... En fait, on sait que ce qui fait réagir, ce qui prend l'attention des gens et ce qui rapporte de l'argent en ligne finale, c'est ce qui se trouve aux extrêmes. Ouais. Donc, si on fait juste te montrer deux extrêmes, ben, tu vas croire qu'il faut que tu ailles d'un bord ou de l'autre. Mais on n'est que là présentement. Même On n'est au- pas... même- On est, mais il faut voir, presque. ben non, parce que les extrêmes ne représentent pas la majorité. OK? Tu sais, quand on parle de majorité Mais je parle dans la silencieuse... perception qu'on a. Tu sais, Oui. tu ouvres le téléjournal, tu regardes le téléjournal, tu ouvres le journal, c'est droite ou gauche, là. Il n'y a pas beaucoup de gens dans le milieu. Il n'y en a pas beaucoup parce que les gens dans le milieu, qui sont en grande majorité, ça j'ose le croire, ils s'en calissent. C'est qu'à un moment donné, tu fais, OK, là, c'est soit que je suis anti-masque, anti-vaccin, anti-gouvernement, pédosataniste, ou je suis Fidel Castro, communiste gauche, épouvantable. Puis tu fais comme, mais la vie, c'est pas comme ça. La vie, c'est un spectre, il y a des nuances, il y a des manières de voir les choses. Puis je pense que ça revient à notre système de valeurs. C'est quoi nos valeurs? Qu'est-ce qu'on a choisi de faire? Est-ce qu'on veut que des gens dans notre société, est-ce qu'on veut que même pas 1% de la planète détienne 80% des richesses puis qu'on voit du monde crever de faim? Ou est-ce qu'on veut quelque chose de différent? Puis à partir de ce moment-là, on fait comme, OK, comment ça peut être bénéfique pour le plus grand nombre de personnes? C'est vraiment un enjeu que les plateformes aient créé ça. Puis ce qui est vraiment dommage, l'autre enjeu, c'est que les plateformes n'ont pas de, en anglais, on dit accountability. On ne peut pas les tenir responsables de ça. Je te donne un exemple. Facebook au Myanmar, quand tu achètes, mettons, un téléphone cellulaire, tu peux aller sur Internet, mais ça coûte de l'argent. La seule chose que tu as le droit d'utiliser gratuitement, c'est Facebook. Le problème avec ça, c'est que ton seul accès que tu as à l'information, c'est sur une plateforme qui va te rendre encore plus campé dans ta position si tu penses quelque chose de vraiment extrême. Ouais. C'est super dangereux pour la démocratie. Il y a une joke à l'interne chez Facebook qui dit, si tu veux savoir quel prochain pays va avoir de la difficulté avec sa démocratie, tu as juste à regarder où Facebook a instauré ce programme-là, puis tu le sais tout de suite. Puis après ça, Facebook, c'est comme, oh, shit, sorry. Colin Powell, excuse-moi, je vais juste faire Non, un vas-y, parallèle c'est fascinant. Colin Powell, qui était en politique américaine avant, sous George Bush, secrétaire d'État à la Défense, peut-être que je me trompe là, dans le nom du titre, mais bref, il s'occupait de l'armée et des guns. Puis à un moment donné, il a dit il faut mettre un projet de loi qui nous rend responsables de ce qu'on fait. Si on va en Irak, puis on fait une opération, puis on casse un village, on est responsable. Tu sais, si tu as de l'argent pour le défoncer, tu as de l'argent pour le réparer. Je te dis ça très grossièrement. Les plateformes de réseaux sociaux font, je parle de Facebook spécifiquement, Facebook fait la même chose dans des pays. Ils vont détruire la démocratie, puis après ça, ils s'en vont. Oh, sorry. Mais on ne peut pas les tenir responsables. On doit avoir un cadre de loi pour ce genre d'opération-là. Est-ce qu'il n'est pas trop tard déjà, dans le sens où, sachant à quel point Facebook, Twitter de ce monde sont influents, il y a du lobbyiste autour de ça, il y a du lobbying plutôt autour de ça, est-ce que le bras n'est pas déjà trop dans l'engrenage? Je pense pas. Dans le tordeur Puis, pour... honnêtement, si ça prend le fait de perdre un bras pour en arriver à la paix sociale, moi, je suis pour. Ça va être mon bras? Je suis prêt à le mettre dedans sans problème. Mais je pense que ça va prendre des changements radicaux à partir de la racine. Tu sais, Bernie Sanders, quand il faisait sa campagne, il parlait d'un grassroots movement. Grassroots, c'est quoi? C'est que tu pars de la racine puis tu montes vers le haut. Donc, tu prends les gens qui sont en bas, les personnes les plus vulnérables, les communautés marginalisées, puis tu les uplifts, tu les montes vers le haut. Je pense que c'est ça que ça va prendre. Il faut donner à l'utilisateur des plateformes de médias sociaux le plein contrôle sur son utilisation en lui rappelant comment ces plateformes-là font pour se battre contre lui. La gentillesse, c'est un acte combatif. La bienveillance, c'est révolutionnaire. Puis on n'a pas un modèle économique basé sur la bienveillance, l'empathie et l'empowerment. On a un modèle économique basé sur l'insécurité, basé sur la peur, puis basé sur les vulnérabilités psychologiques des gens. Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter font pas exception à ça. C'est juste qu'eux autres, ils ont su comment extraire l'essence de ça puis l'exagérer fois 1000. Qu'est-ce qui... tu sais, c'est un en temps de pandémie, là, toi, tu gères ça comment, là, avec tout ce côté d'insécurité-là, avec ce côté réseaux sociaux aussi qui est décuplé? Moi, j'ai augmenté plein d'affaires, mon poids, first, puis ça me dérange pas parce que pour moi, ton tu poids... pouvais te le permettre. Là. Ben, je faisais bien des jokes sur ton poids. C'est ça, mais c'est pas un indice de bien-être, absolument pas. J'ai augmenté... mon stress, pas vraiment. J'ai acquis une certaine confiance en mes capacités de réussir à avoir un emploi. Puis j'ai accepté le fait que ça se peut. Moi, j'ai perdu vraiment beaucoup d'argent avec la pandémie en bourse à cause de mauvaises décisions, mais à cause aussi que c'est volatile, la bourse, puis on ne sait jamais ce qui va arriver. Il y en a qui sont meilleurs que d'autres. Moi, c'est pas un jeu auquel j'excelle tant que ça. Donc, une certaine partie de ce que j'avais accumulé est disparue. Puis, sais-tu quoi, man? Je m'en fous. On dirait que ça m'a enlevé un stress.
Je parle tout le temps de l'argent aux gens. Je suis comme, si je te donne un chat pour que tu t'en occupes demain matin, tu vas être quand même chill. Tu vas faire, c'est un chat, bon, un petit peu de bouffe. Si je te donne 5 chats, tu vas faire comme, OK, c'est correct. Mais si je te donne 90 chats demain matin pour t'occuper, tu vas faire, calvaire, tu vas capoter. Mais si overnight, c'est la même chose avec l'argent, au début, ça va être nice. Tu vas faire comme, wow, j'ai beaucoup d'argent, mais à un moment donné, à qui tu la prêtes? Où est-ce que tu la places? Qu'est-ce que tu en fais? Est-ce que tu es stressé d'en perdre? Comme, il y a quelque chose qui va par rapport à ça. Moi, ça me stresse plus. Est-ce que tu es capable de parler comme ça parce que tu en as acquis beaucoup, Ben oui. justement, avec 3 fois par jour? C'est sûr, man. Tu sais, si tu n'avais pas eu, mettons, parce que je serais pas là pantoute. Non, c'est ça. Fait que ce côté posé-là, tu sais, des fois, je l'ai aussi, ce petit côté posé-là, mais c'est parce que je sais que je n'ai stacké un peu, tu sais. Mais je me replonge il y a quelques années. Tu sais, cette pandémie-là, c'est arrivé il y a 10 ans, je n'étais pas à la même place. Ben non, c'est ça. Fait que j'aurais capoté pas mal plus. Alors que là, puis ça me permet de prendre des meilleures décisions en plus pour la suite, puis c'est comme une espèce de roue qui tourne. Mais justement, c'est ça, tu es capable de penser comme ça parce que tu en as. Ben pas juste, il faut. Moi, je dis tout le temps, la misère, on ne réglera pas la misère avec un chèque. OK, si demain matin, tu veux anéantir le problème de l'itinérance, par exemple, comme dans des villes qui sont très touchées comme Val-d'Or, récemment, il y a des statistiques qui sont sorties. Beaucoup d'itinérants dans ce coin-là. Communauté autochtone aussi, c'est pas toujours facile. En fait, la majorité sont aussi autochtones, Ouais, ce qui est terrible, vraiment terrible. Ouais. Si tu fais un chèque demain matin au gouvernement pour dire « Regarde, moi, je règle ça », ça n'arrivera pas. Il y a des structures sociétales qui ne fonctionnent pas du tout et qui permettent le fait que tu as des gens qui n'ont pas de place où dormir puis tu as des gens qui ont des matelas à 150 000 $ comme Drake. Tu comprends? Puis pour moi, oui, Drake a le droit d'avoir un matelas à 150 000 $. Puis j'espère qu'il dort bien en esti parce que pendant ce temps-là... C'est un vrai chiffre, ouais, il avait acheté un matelas genre à 400 000 $, puis il était comme « Hey, j'ai acheté un matelas à 400 000 $. J'étais comme « Tu fais vraiment de la bonne musique, mais ta gueule. » Pour vrai. Je suis comme... C'est correct. Puis en même temps, moi aussi, j'ai déjà fait ça, montrer les affaires que j'avais, mes voitures, tout ça. Tu sais, en ce moment, j'ai une voiture de l'année, puis bon, c'est un partenariat, puis bon, j'ai eu un deal qui m'a permis de vendre ma voiture pour donner plus d'argent à la fondation. Fait que, of course que j'ai pris le deal parce que j'adore les voitures, mais je pense qu'il y a des façons de faire les choses qui sont autres que regarder toute la fortune que j'ai accumulée. Fait que oui, je suis capable de dire ça aujourd'hui parce que je connais les manières de gérer l'argent à cause que j'en ai fait, mais il y a ma thérapie, il y a tout ça, mais je pense aux parents monoparentales, je pense aux personnes à faible revenu, je pense aux personnes qui ont de la difficulté à aller au travail à cause d'enjeux de santé mentale. Puis pour moi, ça me fait pas plaisir de voir ça. Tu as aussi acquis, j'imagine, une certaine confiance en tes capacités. Puis c'est là que je m'identifie un petit peu avec toi, dans le sens où je me suis réinventé souvent dans ma vie. Tu sais, j'ai passé d'athlète dans les communications, au monde des affaires, à baigner dans toutes sortes de sphères, puis d'être capable de bien m'entourer, puis de connaître un certain succès. C'est la même chose de ton côté aussi. Fait que pour moi, il y a une espèce de côté où ça me parle ce que tu dis, parce que je sais que si demain matin, je perds tout, ce que je souhaite vraiment pas, je capoterais. Je le sais que j'ai la capacité de me remettre sur la map. Ça va peut-être prendre du temps, mais j'ai assez confiance en moi et en ce que je suis capable de donner puis de livrer, puis mon côté polyvalent aussi, de savoir comme ça va être correct éventuellement, même si c'est pas ça que je souhaite. Est-ce que, tu sais, toi, tu as commencé à l'École nationale de l'humour, contrat de gars. Ensuite de ça, tu as fait 3 fois par jour. Ça a pogné en tabarouette. Après ça, Marie-Lou et toi, ça s'est terminé. T'as parti ton studio, c'est vrai, où j'étais allé te voir. Oui, mes ateliers. Tes ateliers, le studio, c'est fini. Ouais. Puis là, tu gardes tes ateliers, puis là, tu t'es réinventé avec la Fondation Ciel. Là, tu gardes tes ateliers, tu arrives de là, d'ailleurs. Ouais. Fait que cette confiance en toi, là, j'imagine, ça vaut pour beaucoup. Je vais t'expliquer d'où ça part. Je vais faire une histoire bien courte. Moi, j'ai été élevé dans une bonne famille, mais j'ai été élevé dans beaucoup de choses violentes. Il n'y a personne qui m'a tapé dessus, whatever. J'ai jamais mangé de coups, quoi que ce soit, mais c'est dans la culture, dans la toxicité des relations, tout ça. Ça a été très violent. Puis à un moment donné, tu apprends à vivre avec ça et il n'y a que dans le chaos que je me sens bien. Donc, il y a de mes gestes qui fonctionnent comme ça. Ça va vraiment bien, j'ai du succès au bout, je m'en vais. Fini. Des fois, je souhaite être obligé d'être vraiment dans la marde puis de voir comment je m'en tirerais si j'avais pas, mettons, les sous que j'ai accumulés ou la notoriété que j'ai accumulée. Parce que ma face, maintenant, c'est une clé. Là. C'est un accès à la place. Les gens font comme, OK, on va t'écouter parce qu'on sait t'es qui. Mais il y a plein de gens qui ont des aussi bonnes idées que moi qui n'ont pas ce privilège-là. Fait que je me dis, tant qu'à avoir le privilège, je vais essayer de m'en servir pour les bonnes raisons. Tu comprends? Mais j'ai ce souhait-là, des fois, de tout perdre. Mais je te parle de monétairement. Je pourrais pas me permettre de perdre ma famille ou de perdre les connexions que j'ai avec les gens autour de moi. Ça serait la fin de ma vie. Là. Surtout ma fille Jeanne, mettons, puis Rose. Mais pour vrai,
Moi, j'ai pas de. Puis je l'ai dit à ma partner, Emmanuelle, qui est la cofondatrice du Ciel, j'ai dit honnêtement, parce que je veux financer un film, absolument. Je suis tanné de passer par les instances. Écoute, ça fait 10 ans que je pitch des projets à télé, j'ai jamais rien eu. OK. Jamais. Mais quand Pour, je me pour décide. être toi à la télé? Pas nécessairement pour être moi, mais des idées, des choses comme ça, ça OK. n'a jamais marché. Puis, whatever, c'est quoi la raison que je sois un B ou un C? Ou, Non, mais tu veux explique-moi, tu veux financer un film. Je veux en fait crowdfunder un film, puis je veux remettre un montant aussi pour faire ce film-là parce que je veux qu'on explique la situation par rapport aux médias sociaux, mais sans diaboliser qui que ce soit puis sans nommer les plateformes. Je veux qu'on empower les gens à avoir des consommations responsables pour changer le produit et changer la façon de le vendre. Mhm. Puis je veux le faire moi-même. Puis comme je veux me commettre, puis j'ai dit à Emmanuel, j'ai dit pour vrai, si je suis pour me ruiner puis être obligé de dormir dans mon char, moi le faire. Parce que pour vrai, C'est quoi? Ben quand tu touches le fond, man, il y a juste par en haut que tu peux aller là. Ouais. Après. Est-ce que tu t'inspires un peu de ce qu'avait fait Adib Al-Khalidi Oui. puis Julien Lacroix Ouais, quand ils avaient absolument. eux autres même financé leur film? Mais je trouve qu'on est là à plein niveau. Ben, Contrat de gars, là, on avait un film d'écrit, 100%. Puis on l'a jamais fait parce qu'à ce moment-là, les opérations de crowdfunding n'existaient pas. Ouais. Mais là que ça, c'est là. À un moment donné, j'ai appelé Robert puis j'ai dit, man, on le fait dessus. Ouais. Puis bon, pour une question de droit puis de licence puis whatever, c'était pas possible. Puis je pense qu'on a passé à d'autres choses, chacun notre bord. Là. À un moment donné, les jokes de volcan, ça va être correct. Mais écoute, oui, je m'inspire de ça. Je me suis dit, si les gars étaient capables de le faire, je suis capable de le faire. Puis j'ai écrit à Adib et à Julien à ce moment-là, je leur ai écrit. Puis Adib, à chaque fois que je peux lui dire que je l'aime, oh mon Dieu, que j'ai dit parce que ce gars-là, il est extraordinaire. Tu parles de gens polyvalents, Adib. Ben ouais, là, il est rendu en musique, il a sorti son il- album, il a osé, un album qui est quand même un peu dark, là, tu sais. C'est très dark, c'est très dur, c'est très existentialiste. Puis je pense que c'est nécessaire des albums comme ça. Mais ce gars-là, c'est un génie. Puis j'ai dit dès que j'ai la chance de le faire. Puis tu sais, Adib a ses racines dans un autre pays. C'est un gars qui est né ici, c'est un Québécois comme toi puis moi. Mais comme il faut que ce succès-là soit mis en lumière bien plus pour inspirer les gens qui lui ressemblent à faire la même affaire, puis à pas avoir peur, puis à dire à leurs parents, ben regarde, je serai pas médecin, je vais être comédien. C'est difficile aussi faire ça. Je trouve qu'on est dans une période qui pourrait permettre ça, tu sais, de s'autoproduire à plein de niveaux. On l'est. On brasse le statu quo dans plein de domaines. Tu sais, le cinéma, il y a 10 ans ou il y a 15 ans, c'était, ben non, il faut que tu passes par une boîte de prod, faut que tu encore passes, ça. puis c'est ça. Mais Ben, c'est on a encore shaké à ça. cabane avec Adib puis Julien. Ben oui. Fait que t'es capable de le faire. T'es capable de le faire probablement de façon intelligente aussi, sans te saigner, sans te ruiner, sans prendre verra. tout le risque sur tes épaules. En tout cas, je te le souhaite. Tu sais, on a parlé d'Adib, qui est humoriste, qui a sorti un album, comme on disait, qui est un petit peu plus dark. Puis je me suis questionné à savoir, tabarnouche, ça va-tu nuire à sa carrière d'humoriste? Tu sais, toi, l'humour semble être quand même un peu loin derrière. Tout le monde, on se pitonne souvent, particulièrement sur Instagram. Je trouve qu'on a un humour qui est similaire. D'ailleurs, je vais vouloir te parler d'une conversation que tu as eue, mais est-ce que ça te manque d'être perçu? Parce que quand mettons que je fais une recherche Google sur Alex Champagne, une des premières affaires qui sort, C'est la toune d'amour, c'est ça? Non, c'est le chum de Marie-Lou. L'ex de Marie-Lou. T'as été le chum de, c'est malade. mais mon point, c'est est-ce que tu envisagerais un retour en humour? Est-ce que tu l'intégrerais à ton approche avec Ciel? Ou tu sais, cette espèce de perception-là. Présentement, Alex, on te regarde, t'es très, très deep. Tu sais, t'es dans la photographie, mais c'est bien, là. Mais c'est juste, il y a le côté humoristique qui a comme été délaissé un peu. Ben pour moi, l'humour, c'est une couleur plus qu'un métier. Puis j'ai un respect tellement énorme pour les humoristes parce que c'est pas un job facile. Puis bon, c'est sûr que oui, là, il y a des infirmiers, des infirmières qui écoutent et sont comme « Really? » C'est pas... C'est relatif. Là. Pour moi, je hiérarchise pas l'importance ou la pertinence des métiers. C'est sûr que s'il y avait un autobus qui partait demain matin pour la Lune pour la repeupler, moi, je sais que je suis pas là. Puis c'est correct, je l'assume à 100%. Mais non, l'humour, pour moi, c'est une couleur. Quand j'ai réalisé que j'allais probablement faire un métier de ce qui m'a servi de mécanisme de défense dans ma vie pour me faire accepter, j'ai comme refusé de faire ça. Parce que c'est une partie de moi qui venait du fait que j'étais complètement insécure, que je voulais me faire aimer, que je voulais me faire applaudir, puis je me suis dit, je peux pas capitaliser là-dessus, ça va pas permettre à mon âme de s'émanciper. Il y a un côté que tu trouvais vide, j'imagine, là-dedans? Oui, puis là, je dis ça, je veux pas que les humoristes pensent qu'ils font ça pour ces raisons-là. Moi, je ne le faisais pas pour les bonnes raisons. Je le faisais pas pour les bonnes raisons, puis je m'en suis rendu compte parce que je faisais des crises de panique à tous les jours, puis je me suis dit, c'est pas par là que je m'en vais parce que je me sens pas bien. Mais il y a des humoristes qui le font avec brio. Je nomme tout le temps Guillaume Wagner. Guillaume, je l'aime tellement. On a fait l'école ensemble. Il est né la même date que moi. Puis comme stand-up, Guillaume, je le trouve hallucinant. Je trouve qu'il
il est tight, il est drôle, il est juste assez corrosif. Il prend des positions aussi sur des enjeux. Tu sais, Oui. Il utilise sa tribune pour passer des messages sociaux. Tu sais. Mais les Denis Drolet ont déjà fait en sorte que je pensais que c'était possible de mourir de rire. Puis les Chicken Swell à l'époque aussi, je suis allé voir un de leurs shows, puis ma copine de l'époque était gênée tellement je criais fort de rire. Ça n'avait pas de bon sens. Ouais. Puis j'aime ça rire. Puis les gens qui décident de faire ça de leur vie, j'ai énormément d'admiration pour ça. Moi, ça m'allait pas du tout. J'étais pas prête à mettre les efforts aussi pour faire le travail que ça prenait. Puis c'est ça. Fait qu'est-ce que ça va revenir? Non, mais je veux teinter mes projets de ça. Tu sais, le ciel, c'est quand même... Tu sais, on fait ça de façon sérieuse, mais on se prend pas au sérieux. Puis des fois, on fait des blagues, tout ça, mais on s'adresse à des choses sérieuses quand même. Puis pour moi, l'humour, c'était une façon de ne pas m'adresser à des choses sérieuses. Fait que j'essaie de... Mais en même temps, je fais des conneries, man. Tu sais, là, je fais comme la voix de Diane sur Instagram. Je peux être vraiment colon, là. Puis tu peux aussi avoir des conversations avec... ça m'a fait très... Il y a... Je pense que c'est au mois de janvier. Ça doit faire 1 an. Là. Fait que t'as partagé sur ton story Instagram une conversation par texto que t'as eue. Et je vais remettre en contexte. On va essayer de montrer une partie de cette conversation-là parce que je l'ai conservée. Des captures d'écran, ouais. Ben, tu m'avais envoyé des captures d'écran. Ouais. T'as reçu un appel à genre minuit 48, une nuit. Et d'un numéro que tu connais pas. C'est ça. Fait que le lendemain matin, tu t'es inquiété. Ben, je me dis, c'est peut-être un de mes amis qui a changé de numéro de cell ou c'est peut-être quelqu'un que je connais qui a pris le téléphone de quelqu'un parce qu'il avait besoin d'aide. Puis moi, je veux toujours aider le monde autour de moi qui ont mon numéro de téléphone. Tu sais. Puis je texte, je dis allô, est-ce que tout va bien? J'ai reçu un appel, nan. Puis là, j'ai reçu un message texte rempli de fautes d'orthographe qui est comme. Je vais essayer de le retrouver. Ça faudrait que tu le retrouves. Mais c'est une affaire du genre j'ai besoin de toi, je veux te voir, ma reine, t'es tellement belle. Puis je suis comme. OK, c'est-tu une fille qui a donné son numéro de téléphone à un gars, mais elle a donné mon numéro de téléphone sans faire exprès, puis là, ce gars-là, il pense que je suis la fille qu'il a rencontrée. Puis, mais c'est pas aussi... C'est plus poussé que ça. C'est que rapidement, il t'a envoyé un message comme un espèce de sexto un peu weird, de flirt, avec plein de fautes, et sans aucune hésitation, t'as répondu comme si t'étais la fille. T'as comme écrit « Wow, merci pour le message ». Puis l'autre, tes premiers messages étaient super bien écrits. Ouais. Tu sais, avec le français qu'on te connaît. Puis ensuite de ça, rapidement, t'es rentré dans le personnage et t'as commencé à flirter en retour. Et je cite « Mange-moi comme tu mangerais un buffet chinois sur l'Angelier. » Attends un petit peu. Il est ici. Gabin, à un moment donné, il a demandé une preuve pour te voir, puis tu lui as envoyé ça. Ouais. J'ai envoyé ça. Il a-tu cru? Ben oui, il a cru, man. Il est là. Il a dit « T'es où, toi, bébé? » « Ah oui, je veux te voir, moi aussi, bébé. » C'est... Honnêtement, puis j'étais avec Gab, sa route en conférence, et je braillais de rire. Entre mes conférences, je te textais parce que, tu te souviens-tu, je voulais avoir la suite. Vous êtes rendu où? Il va-tu avoir une rencontre? Oh, mon gars. Tu m'as fait... Mais t'es un gars qui me fait vraiment rire. D'ailleurs, toi puis moi, dans les commentaires des posts de l'un l'autre, je pense qu'on s'insulte souvent. Une chance. Les gens doivent savoir qu'on s'aime bien, mais moi, c'est comme ça que moi, j'aime ça me faire roaster par mes amis. Puis j'aime ça quand mes amis me roastent parce que je me prends pas au sérieux. Ouais. Je sais que j'ai l'air d'un gars qui se trouve bien bon. Puis ça arrive des fois que je me trouve bon. Puis je suis fier de mes accomplissements. Mais en même temps, des fois, je suis vraiment, vraiment insécure. Tu sais, on est tous les meilleurs artisans de nos propres paradoxes. Là. ouais. Puis je m'en cache pas. Moi, je suis comme what you see is what you get. Là. Des fois, je pogne les nerfs, Man, j'ai failli écrire un livre qui s'appelle « Toutes les choses que je n'ai jamais dites ». Okay? Puis c'est tous les commentaires Facebook de gens qui me connaissent pas, qui m'insultent, parce que ça m'arrive sur une base quotidienne. Je recevais des menaces de mort quand je faisais des photos de muffins. Ça te donne une idée de la violence des réseaux sociaux. C'est vrai, man. Pour vrai. Mais on te disait quoi? On disait, je sais pas, mais juste récemment, il y a un commentaire déplacé qui a été fait sur le compte à Olivier Primo. Puis là, j'ai répondu, Olivier Primo est vraiment plus nécessaire que ton commentaire insignifiant. Ouais. Puis, je le pense, mais j'aurais pas dû dire ça, man. Puis moi, j'ai eu ma leçon avec Caroline, tu comprends? Je connais ça. Là, à un moment donné, je me dis, on t'aboite, mais je suis pas capable de me retenir. Parce que ça me fâche. Puis en même temps, je vais te conter une histoire. Il y a quelque chose de drôle, par exemple, là-dedans. Oui, puis non. De satisfaisant à répondre. Vas-y, excuse-moi, je t'ai coupé. Oui, il y a quelque chose de super satisfaisant, mais de prendre l'autorité sur quelqu'un, je trouve que ça se fait pas. Je trouve que ça se fait pas. Je te donne un exemple. Je me pogne avec quelqu'un en voiture à un moment donné. J'étais avec le chum à Marie-Lou, Alex, puis les deux filles sont dans le char. Puis j'essaie d'avancer dans une intersection, mais le gars en avant de moi, il avance pas. Puis là, je sais que la circulation s'en vient. On est à notre feu vert. Ça va changer. Puis je suis comme, holy shit. Je vais juste avancer un peu pour faire comme, il y a de la place devant toi. C'est ça. Puis c'est un de mes amis qui m'avait prêté son camion BMW, gigantesque camion. J'avais l'air d'un peddler là-dedans. J'ai rien contre les camions BMW, mais comme, tu sais, je comprends l'effet que ça peut donner.
Et là, finalement, la personne avant avance pas, elle me fait signe que non. L'autre personne à côté se détache, me regarde dans la fenêtre. On commence à se pogner pour rien. Moi, je veux juste... Avec les filles en arrière, tu sais. Avec les filles en arrière, je suis comme, hey man, j'écoute La Reine des Neiges, on crie à tue-tête, mes 2 filles pleurent de rire dans les bancs en arrière. Je suis pas là pour me pogner, man. Je veux juste pas me faire klaxonner par un 18 roues pour que mes filles se mettent à pleurer parce qu'ils ont peur, tu comprends? Ouais. Fait que ça reste de même, finalement, bon, je réussis à le contourner, il sort de son auto, il vient me voir. Puis là, il me dit de baisser ma fenêtre. Je suis comme, le gros, c'est la COVID, je vais pas baisser ma fenêtre, il est à comme 30 cm de moi. On se jase. Il finit par partir. J'ai un de mes amis qui fait comme, hey, t'as changé de char? Je suis comme, il me texte, je suis comme, non. Il dit, ouais, t'as un truck BMW. Je suis comme, comment ça, tu sais ça? Il dit, t'es-tu pogné avec quelqu'un récemment? Je suis comme, hey, c'est sûr que tu me niaises, man. Puis c'était un ami à ce gars-là. Il a vu un post Facebook. Puis non. Puis en fait, mon ami qui m'a texté ça, c'est son ami qui a dit, hey, ton chum, Alex Champagne, as-tu un BM? Puis il est comme, non, c'est pas lui, nanana. Puis là, ce gars-là avec qui je me suis pogné, il est venu chez nous cet été, puis j'y ai fait de la limonade. Parce que c'est l'ami de mon ami Eric qui m'a texté. Gros, on serait sorti de l'auto, on se serait parlé 2 minutes, on aurait fait « Hey, man, je suis désolé, j'ai vraiment... Ouais. » Puis là, j'ai dit à Eric, j'ai dit « Dis qu'il m'appelle, il faut que j'y parle, je suis tellement désolé. » Puis là, lui, il était comme « Dis à ton chum que je suis tellement désolé, Ouais. on est vraiment 2 épais. » Mais nous, là, notre vie, man, genre, la société québécoise, ça se jouait là. Ah Tu ouais, comprends? ouais. Alors Tous qu'on aurait les juste- enjeux. Toute la famine, le cancer, Se réglait. c'était là. On parlait des 2 pôles. On parlait des... Lui, c'est les gentils puis les méchants, C'est là. ça, Ouais. la force puis les rebelles, tu Ouais. comprends, dans Star Wars. Puis finalement, on a réalisé qu'on était 2 gros épais. Fait que oui, j'ai une fondation qui aide les adolescents, mais d'un autre côté, j'ai une partie de ma personnalité que je dois travailler vraiment fort pour développer mon réflexe d'empathie puis comme prendre ça, être chill quand ça... Je te comprends tellement parce que j'ai le même... je ne vais pas dire dilemme moral, mais j'ai les mêmes imperfections, tu sais, dans le sens où je pense avoir cheminé beaucoup, être relativement calme et posé comparativement à ce que j'ai été, puis en même temps, je suis capable de... De snapper. la snap en- Écoute, j'ai... Mais en termes de... J'aime ça, moi, répondre des fois sur les réseaux sociaux. Parce que je me dis, quelqu'un se permet de vomir de la haine, d'écrire de la merde gratuite, puis je devrais pas répondre. Puis ça, tu sais, ça m'est arrivé, là, d'ailleurs, avec un gars qui se bat, là... Ah, j'ai entendu parler de ça, mon gars. Ah ouais, c'est tata, mais Mais tu peux... mais j'ai tellement répondu que ça en a parlé pendant une fin de semaine de temps. Mhm. Puis j'ai donné de la pub à ce gars-là, ce qu'il n'a jamais eu avant. Puis là, il y a des journaux qui ont repris ça, des sites à potins, puis j'ai fait comme, OK, j'ai pas répondu à la bonne personne, tu sais, parce que je savais pas c'était qui. Fait que là, en fin de semaine, j'ai encore tombé dans le pattern, mais j'essaie de le faire avec une petite touche d'humour, tu sais. J'ai fait un post sur mes, sur mes breuvages, puis je me suis vanté, on en a vendu beaucoup, puis dans le premier mois, puis il y a un gars qui est allé écrire c'est pas buvable, c'est de la merde, mais t'écris ça, tu lis ça, tes yeux saignent. Ouais, Il y a 4 mots dans sa phrase, ouais. puis il y a à peu près 4 fautes, tu sais. Fait que j'ai tout de suite répondu d'autres, t'es trop sous pour écrire. Peut-être ça serait une bonne idée de les réessayer, tu sais. Fait que- Ben, je pense que c'est une excellente blague. Là où je vois un enjeu, puis c'est pas contre toi du tout, puis avec le ciel, on essaie de faire prendre conscience à ça aux gens qui gèrent des médias sociaux. T'as devant toi une personne qui est visiblement sous-éduquée, qui est illettrée. T'as une personne qui est pas capable d'exprimer son opinion comme il faut, qui a autant accès que toi au fait de s'exprimer. Là, moi, je trouve ça fucking drôle, puis j'aurais été le premier à répondre, à être snappy, puis Dieu sait que j'ai un grand sens de la répartie, puis je suis capable d'en casser du monde. Écoute, j'ai reçu des menaces, je te l'ai dit, j'ai reçu des menaces de mort sur des photos de lasagne. Fait qu'il va falloir que tu te lèves de bonne heure en esti si tu veux m'impressionner, pour vrai. Ouais. Fait que j'ai un bon sens de la répartie, puis en plus de ça, je suis chez nous, tranquille, j'ai le temps de réfléchir à ce que je vais te dire, de l'écrire, d'effacer, de réécrire, pas de l'envoyer. Mais je trouve pas ça correct. Parce qu'il y a une asymétrie de pouvoir entre les 2 personnes. Il y a une personne qui visiblement ne va pas bien et qui a un trouble par rapport à son éducation, par rapport au fait d'être lettré ou pas. Puis moi, je capitalise sur sa faiblesse pour faire une joke, puis en mettre plein la vue aux gens qui vont faire comme « mais c'est du bullying Ouais. ». Qu'est-ce que tu ferais? Qu'est-ce que tu suggères de faire? Je réponds pas. Pour moi, les plateformes... Est-ce que tu effaces son commentaire? Absolument. OK. Est-ce que... Hey, c'est niaiseux, puis je vais peut-être loin, puis là, je suis sur analyse, mais est-ce qu'il n'y a pas un côté où le monde devrait... Moi, ce que je voudrais pas, là, c'est que les gens... I'm all about commentaires constructifs. Oui. J'ai reçu des commentaires, il y en a qui trouvaient ça un petit peu trop pétillant dans la première gorgée. C'est ça. J'ai pris en note, tu comprends? Attends un peu.
Moi, je répondrais bien plus à quelqu'un qui dit ça. Non, mais dans le fond, tu sais, puis c'est ce que j'ai annoncé aussi, puis c'est vrai. La proximité que j'ai avec les gens dans mes brands, je veux avoir cette même proximité-là. Fait que parlez-moi. Qu'est-ce que vous aimez? Si jamais il y a quelque chose avec mes sacs qui bug, je veux le savoir. C'est important, mais Étienne, t'es capable, je veux dire, t'es capable de réaliser que ce commentaire-là, ça vient pas de la bonne place. Puis vraiment. Sauf que, c'est maladroit. Comme tout le monde, je suis capable aussi d'être plus fragile. Mais c'est pas contre toi. Ouais. C'est que ça, c'est l'ego. C'est que ça atteint l'ego. Puis, man, je te dis ça, puis je fais la même affaire. Je sais, puis j'aime ça. Puis tu peux me dire ce que tu veux, ça me... non, je sais. Je vais bien dormir, là. Ben, j'en doute pas une seconde. Mais sûrement moins que Drake avec son matelas à 400 000. À 400 000 L'affaire, c'est que il faut faire attention dans la manière dont on établit les relations avec les gens. Participer à ce genre d'échange-là, c'est de... Comment je pourrais dire? C'est de faire la promotion du fait que la majorité des relations qu'on entretient que sur les réseaux sociaux sont basées sur des modèles économiques de gains et de pertes. Je vais parler à cette personne-là parce qu'elle a des followers. Moi, je vais commenter. Moi, je commente naturellement sur des... J'adore Instagram. Je passe vraiment beaucoup trop de temps sur Instagram. J'aime ça. Je participe à la communication. Puis comme gars qui vit seul, qui n'a pas d'enfant à temps plein, puis qui n'est pas obligé de travailler 40 heures par semaine. Comme gars qui vit pas seul puis qui a des enfants à temps plein, je suis beaucoup sur Instagram oui, aussi. Tu sais, j'avais arrêté de jouer à des jeux vidéo. Puis là, Scoop, j'ai recommencé à jouer à des jeux vidéo parce que honnêtement, c'était pas de ça. Bon, mon gars, je serais en dépression. Parce que c'était la seule façon que j'avais de socialiser avec mes amis. On se rejoignait le soir dans notre party, on commençait à jouer à Call of Duty, puis là, ben, le jeu, c'est un prétexte pour se jaser. Hey, comment ça va? On parle de... Tu sais, puis moi, c'est ça qui m'a fait garder le contact avec les personnes autour de moi. Je suis pas fier, mais en même temps, c'est une réduction des effets. Je vois pas ça différemment que moi qui vais recevoir des gens ici, en dehors du COVID, pour jouer aux cartes. Exact. Fait que le prétexte, c'est jouer aux cartes. C'est ça. Mais après ça, c'est la conversation puis c'est des interactions. Ben, c'est bien plus ça. Puis on a besoin de ces conversations-là. Donc, à partir du moment où on établit un rapport de force entre deux personnes dans une conversation, on a perdu la chance d'établir une réelle connexion. Puis, c'est pourquoi c'est important d'avoir des réelles connexions dans la vie. Tu écouteras le podcast Your Undivided Attention, l'épisode qu'il y a sur l'addiction, sur la dépendance. Les résultats de recherche disent que l'inverse de la dépendance, c'est pas la sobriété, mais c'est la connexion. Parce que quand tu es connecté à quelque chose pour les bonnes raisons, basé sur ton système de valeurs, c'est beaucoup moins facile de tomber dans un état de dépendance à des choses mauvaises. Puis là, je dis pas que demain matin, les gens qui sont addicts à l'héroïne vont juste aller trouver une passion comme le jardinage puis ils vont être guéris, parce que je sais qu'il y en a qui prennent ce que je dis au pied de la lettre. C'est qu'il y a dans le fait de connecter avec les vraies choses, les personnes, la nature, whatever, quelque chose d'extrêmement bénéfique pour le cerveau qui peut aider à sortir de la voie où on est dépendant de substances dangereuses ou de comportements d'auto-sabotage. OK? C'est pas moi qui le dis, c'est la science. On jasera des idées, on arrêtera de jaser des individus. L'autre affaire que je trouve extrêmement toxique, c'est quand on parle des individus à travers des médiums interposés. Ce que j'ai fait avec Caroline Néron, pour moi, c'est à bannir. Ça, c'est un grand regret que j'ai. Je réitère mes excuses à Caroline. Ce que j'ai fait, c'est absolument inapproprié, c'est complètement déplacé, puis c'est pas moi de faire ça. Mais j'étais dans un état où je me pensais vraiment bon. J'avais besoin de chialer, je pensais que j'allais avoir des likes, puis comme c'était de la merde, finalement. Ce qu'il faut qu'on fasse, c'est jaser des idées. Les individus sont remplis de paradoxes. Des fois, tu vas faire A, d'autres fois, tu vas faire B. Tu vas dire, hey, moi, je fais toujours A, un jour, tu vas faire B. Puis c'est correct, on apprend, on trébuche, on se relève, on continue. Mais il faut s'entraider là-dedans. Il y a une question de temps et d'énergie aussi qui n'est pas, puis qui est pas la même. Ben non, parce qu'on est, on est overwhelmé par le travail, par l'information. Ouais. On est overwhelmé par le fait qu'il nous arrive tellement de choses, mais qu'on n'est pas capable de gérer nos émotions par rapport à ça. C'est ce qui me dérange chez moi aussi, puis c'est en lien avec ça. Tu vas voir le lien, c'est que je vais faire une publication X, puis il va y avoir une tonne de commentaires. 90%, 99% sont positifs. Des fois, je ne vais même pas répondre. Mais aussitôt qu'il y en a un négatif qui me blaste, là, je donne l'attention à cela. Puis des fois, je suis comme tabarnouche. J'ai répondu à comme 3 commentaires, puis c'était 3 commentaires plates, puis la tonne de commentaires de gens qui m'envoient du love. Eux autres, je les ignore. Les étapes pour renverser ça sont très simples. La première étape, c'est de réaliser que c'est complètement humain, de ne pas te juger d'avoir fait ça. Ça part, encore une fois, d'une réaction qu'on avait il y a des dizaines de milliers d'années sur la protection de nous-mêmes. Quand il y a du danger, on a tendance à guetter ça. Si tu es dans un champ puis tu chasses pour ta nourriture puis tu vois un lion là-bas, il y a beau avoir tout ce que tu as besoin pour te nourrir, tu vas focusser sur le lion qu'il y a là parce que le lion, il est dangereux pour toi. En fait, le problème et la chose extraordinaire qu'on a dans notre cerveau, c'est notre capacité de jugement.
c'est notre capacité à réaliser. Puis là, je te dis pas, tu mets un post de coucher de soleil puis tu te fais traiter de communiste. Là. Ça, moi, je l'ai vu, puis je suis comme, j'enlève le commentaire, je suis comme, cette personne-là, elle a visiblement pas compris, puis ça donne rien que je m'embarque dans une discussion avec cette personne-là parce que on n'est vraiment pas ça. Non, c'est ça, il n'y a aucune chance de dialogue. Parce que pour avoir un dialogue, il faut que tu aies une ouverture des deux côtés. Absolument. Puis je ne pense pas que les plateformes de réseaux sociaux, de la manière dont elles sont construites présentement, sont des endroits qui favorisent l'échange. C'est vraiment des plateformes pour s'exprimer. C'est pas des plateformes pour écouter. Absolument pas. C'est vraiment fait pour dire des affaires, générer de l'attention, générer de la chicane, générer des trucs qui sont extrêmement polarisants. That's it. On va appeler un chat un chat. C'est ça, les médias sociaux. Puis non, j'y vais pas de main morte, mais il va falloir commencer par comme accepter que c'est ça. Puis à un moment donné, si on sait c'est quoi, puis on sait comment s'y adresser, ça va changer. Fait que, c'est super humain de penser ça, puis il faut pas se juger par rapport à ça. Il y a beaucoup plus de méfaits à se juger par rapport aux actions qu'on fait qu'aux actions qu'on fait en tant que telles. Tu sais, comme par exemple, je sais pas, une personne veut arrêter de boire ou arrêter de fumer, puis finalement, mercredi, j'ai fumé une cigarette. Ouais. C'est pas grave, man. Ce qui est important, c'est ton intention. Puis c'est sûr que l'impact va avoir une plus grande importance que ton intention, mais tu es là, tu le sais, tu es conscient. Faute à avouer, à moitié pardonner, mettons. Puis juste le fait de reconnaître le problème, c'est un pas dans la bonne direction. Puis après ça, c'est ta capacité à avoir de l'amour-propre assez pour pas t'enliser dans des comportements comme ça qui est vraiment important. Fait que la première affaire, pas se juger d'avoir juste vu le négatif. C'est humain, tout le monde fait ça. La deuxième affaire, c'est de se le dire, puis de travailler là-dessus, puis de voir comment on se sent quand on reçoit des commentaires négatifs, puis d'objecter sa conscience pour dire de où ça part. Puis après ça, c'est d'être en mesure d'accepter qu'on a aussi des bons commentaires, puis de capitaliser là-dessus. Mais en même temps, pour moi, un commentaire extrêmement mauvais, c'est la même chose qu'un commentaire extrêmement bon. Quand je me fais écrire en dessous de mes affaires sur Instagram, t'es tellement une belle personne, je suis comme, si seulement tu me connaissais. Je veux dire, je suis compliqué comme tout le monde, je suis pas différent, je ne suis surtout pas spécial. Je suis pas spécial. J'ai des forces, des faiblesses, mais je suis pas spécial. Never's good, never's bad. Nous autres, en fait, c'est le parallèle que je trace parce qu'on avait un coach de foot qui nous disait ça. Je pense que c'était Mark Trestman, mais quand tu finis ta game, puis c'est ça le parallèle, tu vas voir le lien, c'est que tu finis ta game, puis dans ta tête, tu n'as pas encore vu les bandes vidéo. Mais là, tu te souviens de l'interception que tu as faite qui était débile, puis tu te souviens d'avoir manqué un plaqué, puis tu as l'air d'un esprit de tata, puis c'est ça, puis tu écoutes la vidéo le lendemain, puis c'est jamais si hot que ça. Ouais. Puis c'est jamais si pire que ça. Exact. On se situe beaucoup plus dans l'espèce de zone grise entre les deux. Kevin, à un moment donné, je sais pas pourquoi, il a repartagé sur Twitter le tweet de quelqu'un qui dit comme moi, Kevin Raphaël, pas capable, je paierais pour pas le regarder. Parce qu'il y avait son show à TVA Sport ou je sais pas quoi. Puis moi, j'ai repris ça. Puis comme Kevin, je l'aime beaucoup. Je trouve que c'est une belle personne qui est gentille puis qui encourage tout le monde. Puis c'est vraiment un good guy. Puis j'ai repartagé en disant comme moi, je paierais pour t'enseigner une leçon de savoir-vivre ou sur le respect. Je sais plus trop comment j'ai dit ça. Puis le gars, il a fait comme wow, comme tu vas loin un peu. Puis là, j'ai commencé à me faire du backlash. Puis comme je suis vraiment allé trop loin, pour vrai. Puis c'était comme une menace de la façon que je l'avais rédigé. Puis là, j'étais comme comme what do I do now? Fait que là, puis non, aujourd'hui, je pense que je ferais comme excuse-moi, j'ai voulu défendre un chum, je suis allé trop loin. Mais là, j'étais comme je m'étais engagé dans le fight, je suis comme fuck it, all in, tu sais. Puis je me suis senti super mal parce que je suis retourné lire le tweet du gars. Puis le gars, il avait même pas tagué Kevin, il avait juste comme ventilé. En même temps, je trouve ça cave pareil que t'aies blasté quelqu'un sur les réseaux sociaux, puis juste parce que tu le tagues pas, c'est moins pire. Mais clairement, c'était à ses oreilles. Mais il a le droit. C'est pas illégal. Puis moi, j'ai amené ça comme à un autre niveau. Puis finalement, j'ai amené plus d'attention sur son tweet de merde que ce qui était nécessaire. Mais bref. Non, mais je comprends, mais tu dis, oui, il a le droit. Tu as le droit aussi d'avoir 25 voitures. Mais à quoi ça sert? Pour vrai. Mais je réponds. Puis tu sais, je t'entends. Pour de vrai, je fais un effort conscient d'essayer de ne pas répondre à ces gens-là. Mais une fois de temps en temps, c'est quand même satisfaisant. Puis oui, mais c'est ça. Écoute. Je comprends, mais là, je me fais l'avocat du diable. C'est satisfaisant à court terme pour toi uniquement. That's it. Puis le problème, c'est que la seule manière de stopper la haine, c'est de la stopper. Si tu te pognes avec du monde de même que tu connais pas, puis tu sais pas pourquoi ils t'écrivent, puis whatever, tu fais juste contribuer à cette tempête. C'est quoi ma logique à ce moment-là? Puis surtout la dernière fois, le dernier que j'ai répondu avant-hier ou hier, de me dire, tu sais, ce que je déteste me faire dire, c'est quand tu es une personnalité connue, faut que tu prennes le bon avec le moins bon. Puis moi, dans ma tête, quand j'ai répondu, j'ai fait tu t'es engagé là, faut que tu prennes le bon puis le moins bon. Puis là, je suis comme, tu sais, je fais exactement ce que j'aime pas me faire faire. Ceci dit, on en a parlé, on a fait le tour.
Pendant que tu étais parti pisser, je disais à quel point tu avais engraissé. Puis, non, c'est pas vrai. Non, non, je disais à quel point j'aime ça jaser réseaux sociaux, surtout avec quelqu'un qui s'y connaît. Ciel, vous allez vous promener dans les écoles. Ouais. Qu'est-ce que vous faites en temps de COVID? Comment tu gères ça? Puis surtout, je suis vraiment curieux de savoir, ça prend des sous, monter une fondation. D'où vient l'argent de la fondation? Okay. C'est moi. Tu finances? Ben oui, je finance. Puis c'est bon pour ceux qui pensent que c'est une manière de sauver de l'impôt. Là, dans le fond, mettons, tu travailles dans la vie. Puis là, à la fin de l'année, tu fais un rapport d'impôt avec ma compagnie. Tu te dis combien tu as fait. Fait que là, tu payes de l'impôt. Puis là, il te reste de l'argent. Mais cet argent-là sur lequel j'ai payé de l'impôt, c'est ça que j'injecte dans ma fondation. Puis je me rembourse une partie, évidemment, parce que à un moment donné, la fondation va rouler toute seule. Puis ça prend quelque chose pour le démarrer. Fait que je finance le démarrage de la fondation. Éventuellement, on va faire appel aux subventions gouvernementales parce que pour moi, c'est difficile d'aller solliciter. Je pense qu'il y a quelqu'un qui est mort, man. C'est un peu. On voit pas de l'autre côté encore, mais c'est le bordel. Quelqu'un est mort. Donc, pour moi, c'est difficile de solliciter la classe moyenne puis les gens qui sont enclins à donner pour leur argent parce qu'ils l'ont gagné durement puis ils ont payé de l'impôt puis ils ont payé de l'impôt de façon honnête alors que je sais qu'on devrait améliorer les conditions sous lesquelles les personnes riches et très riches payent de l'impôt et payent des taxes. Pour moi, la plus belle forme de philanthropie, c'est de payer de l'impôt. Là, parce que le dollar que tu payes en impôt revient à tout le monde, autant à toi qu'à moi si j'ai besoin d'aide. Alors que je pense qu'on est des catégories de personnes qui n'ont pas nécessairement... Ben, en même temps, tu as été à une certaine période de ta vie où tu avais réellement besoin d'aide pour être réintégré à la société. Quand tu avais des problèmes de consommation, je veux dire, si ça n'avait pas été des impôts et des taxes, on t'aurait laissé pour compte, puis ça aurait été, ben, regarde, c'est à toi de ne pas consommer. Ce qui n'est pas correct. Mais ça a été rendu possible grâce au fait que il y a des gens qui ont payé leur fair share d'impôts et de taxes. Fait que pour l'instant, c'est moi qui finance le démarrage puis les opérations. Je sais que tu as un bon réseau aussi parce que, tu sais, on s'était parlé au tout début, tu avais commencé à tenter le terrain avec des gens autour de toi. Puis je sais qu'il y a plein de monde qui sont juste stand-by, qui attendent le go, je pense, pour t'aider, mais tu voulais faire les choses de la bonne façon. Exactement. J'ai la chance d'avoir un réseau près de moi de gens qui sont fortunés, autant qu'il y a des gens qui travaillent au salaire minimum. Là. Ah ouais. Pour moi, c'est pas une fierté de dire des amis. Non, mais dans le sens où quand vient le temps de lever des fonds, tu as la capacité de le faire. Oui, c'est des gens qui m'ont contacté. Là. C'est pas moi qui ai fait des cold calls pour faire comment je me pars une fondation, as-tu comme un 15-20 000 de côté? C'est des gens qui se sont proposés, puis j'ai fait comme, je veux juste attendre d'être sûr qu'on a le bon message, qu'on a la bonne technique, qu'on approche les choses de la bonne façon, puis qu'on bypasse pas la science. Parce que je voulais pas être le gars qui a une certaine... Parce que je me considère pas comme étant populaire ou... tu sais, moi, je suis pas... Non, mais t'as une notoriété, puis t'as une popularité. Les gens savent un peu je suis qui, là, à part l'ex de Marie-Lou, mettons. Puis pour moi, je voulais pas me servir de ça pour faire de l'ombre comment je pourrais dire? Au message. Au message, puis aux personnes qui avaient déjà entamé ça. Tu sais, à un moment donné, on voulait s'adresser à la recherche, mais on a réalisé qu'il n'y avait pas beaucoup de sous pour la recherche sur ce qu'on fait. Fait qu'on a préféré pas se mettre là pour pas diviser le dollar d'aide qui allait être donné ou qui allait être octroyé à ce genre de recherche-là à nous autres parce qu'on a une visibilité. Tu comprends? On veut laisser ça aux chercheurs, on veut laisser ça aux personnes de la science. Puis nous, ce qu'on fait dans le fond, c'est qu'on va amplifier leurs résultats puis on va amplifier leur travail pour que ça devienne vraiment pertinent. Fait que moi, je suis jamais en état de compétition dans la vie. Je suis toujours en état de collaboration. Je te dis, man, je suis tellement pas compétitif qu'on a fait une course avec Olivier Primo en vélo. Puis j'ai juste ri, puis il m'a battu. Je peux pas être en état de compétition. Je trouve ça drôle, man. Je suis pas capable de combattre puis d'être en compétition. Ça me fait trop rire. Moi, j'aime mieux quand tout le monde s'aide puis tout le monde est content à la fin. T'sais. En même temps, de travailler, tu parles que tu veux collaborer avec le gouvernement. Ça va main dans la main parce que tu l'as dit aussi. C'est un peu c'est wide open. C'est la jungle. Ce que les réseaux sociaux peuvent faire présentement, c'est très peu légiféré. Puis il va falloir que le gouvernement se mette le nez là-dedans. Fait que toi, étant près d'eux, tu vas savoir ensuite de ça comment gérer la suite. Mais ma question initiale, c'était, en temps de COVID, qu'est-ce que tu fais présentement? Est-ce que tout est un peu stand-by et tu t'assures de bien placer pour bien diriger le navire ou est-ce que tu es quand même présentement proactif dans la prévention? On est super proactif. On va quand même dans les écoles. On respecte toutes les mesures d'hygiène. On prend des formateurs qui font partie des régions là où les écoles ont besoin d'avoir les formations. Donc, il n'y a personne qui traverse les régions pour aller donner des formations. Puis là, on le fait en ligne maintenant, la formation, puis on va commencer à l'offrir à partir du mois de janvier. Okay. Donc, ça veut dire qu'on va pouvoir s'adresser à des plus grands groupes, puis des groupes qui sont plus loin des grands centres comme Québec, Sherbrooke et Montréal. Mais on est en démarrage, man. Fait que il faut vraiment nous donner du temps. Il y a des professeurs qui nous écrivent, il y a des parents qui nous écrivent, ils ont hâte. On est là-dessus, mais comme ça prend des sous. Ça prend des personnes pour donner les ateliers. Là, on en a trouvé, j'ai fait une appel d'offres, on a eu une centaine de candidatures en l'espace de 4 heures. Wow. Là-dessus, on en a gardé 20. Pas que les autres n'étaient pas bons, mais qu'on avait besoin de personnes qui sont plus, qui sont disponibles
beaucoup plus, qui ont de l'expérience aussi, parce qu'il y a toute une manière d'interagir avec les jeunes, tout ça. Donc, écoute, on essaie de faire avec l'époque, tout simplement. C'est tough, mais c'est ça le but, fait qu'on va s'y conformer. Je t'ai pas demandé, mais qu'est-ce qui a nourri cette idée-là, cette passion-là? Ça part de où? C'est-tu parce que tu regardes Jeanne, tu regardes Rose, puis tu te dis, ben je veux qu'ils grandissent dans un monde qui est un petit peu plus safe ou qui sont mieux équipés pour les réseaux sociaux? C'est-tu, ça part-tu de là? Ça va plus loin que ça. Quand je faisais des crises de panique, ma première crise de panique, j'ai faite à 18 ans, j'étais à job, puis à un moment donné, je pensais que j'allais mourir instantanément. Ils appellent ça en anglais le impending sense of doom, qui est un des symptômes de la crise de panique, la crise d'angoisse. Je pensais que je faisais une crise de cœur, littéralement. Puis bon, ça s'explique par un paquet de faits scientifiques, mais je n'étais pas bien dans ma vie, j'avais pas une bonne hygiène de vie, je savais pas où je voulais m'en aller, je réalisais comme la difficulté d'exister, puis j'étais comme « Oh my God, on m'a caché bien des affaires sur c'était quoi la réalité de la vie, alors là que je m'en vais en appartement, je rentre à l'école de l'humour, j'étais comme... J'étais overwhelmé. » Puis je me suis dit, si tout le monde comprenait comment je me sens, puis faisait comme « Hey, dude, c'est chill », je me sentirais mieux. Puis je me suis dit, on n'arrivera jamais à un résultat de paix sociale si on n'est pas tous témoins de nos propres struggles, de nos propres combats intérieurs. Tu sais. Fait que pour moi, la fondation, ça partait d'un enjeu que j'avais moi-même. C'était un peu égoïste parce que je me suis dit, ben regarde, j'ai un enjeu avec les réseaux sociaux. J'ai appris comment faire fortune avec ça. Je suis devenu indépendant de fortune pratiquement overnight grâce à Facebook et Instagram. Mais j'ai jamais trouvé de manière de bien me sentir. Comme je te disais, si tu googles comment se servir des médias sociaux, ben, tu vas savoir comment faire de l'argent, mais tu ne sauras pas comment bien te sentir. On ne parlera pas de l'étiquette. Fait que pour moi, c'est venu, puis ça s'est comme renforcé dans les 2 dernières années. Quand j'ai quitté 3 fois par jour, on avait monté 3 fois par jour. À la base, 3 fois par jour, on s'adressait aux personnes qui avaient des troubles du comportement alimentaire. Parce que Marie-Lou avait souffert d'anorexie pendant 4 ans. Puis une des manières de s'en sortir, avec la thérapie, la lecture, le travail personnel, c'était d'apprendre à cuisiner. En apprenant à cuisiner, elle réalisait qu'est-ce que la nourriture avait comme effet positif sur son corps, puis elle a recommencé à manger. Puis il y a beaucoup de parents qui ont témoigné de l'importance de ce qu'on faisait en venant nous voir et en disant « Vous avez sauvé ma fille ». Puis là, je te dis pas ça pour me vanter ou pour être prétentieux, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a posé un geste pour les bonnes raisons et ça a eu des répercussions très positives au sein d'une certaine communauté. J'ai des parents qui venaient me voir à mes ateliers, j'ai des ados qui venaient me voir à mes ateliers puis qui disaient « Ah, mais tu sais, c'était vraiment cool d'apprendre comment faire des photos, mais comment qu'on fait pour avoir plus de likes? Comment qu'on fait pour avoir plus d'abonnés? » Puis j'étais comme « Je sais pas, man. Je sais vraiment pas. » Tu peux faire des choses extrêmement problématiques, puis filmer ça, puis tu vas avoir plein d'attention. Tu peux faire un geste super bon, tu vas filmer ça, tu vas avoir plein d'attention. Mais tenir ça, puis bâtir une communauté pour la pérennité, j'en ai aucune idée, mais je pense qu'il faut que ce soit la conséquence de quelque chose que tu fais bien. Puis ça, c'est Serge Beauchemin, l'ex-dragon, qui est un de mes amis, qui m'avait appris ça à un moment donné. Au début de 3 fois par jour, il nous avait donné du mentorat gratuitement à Marie-Lou et à moi. Puis il nous avait dit l'argent, la visibilité, le pouvoir, les connaissances, c'est quelque chose qu'il faut que ce soit la conséquence de quelque chose que tu fais bien. C'est le savoir-être qui va mener au savoir-faire et non l'inverse. Puis nous autres, malheureusement, dans la société, on enseigne l'inverse. C'est exactement ça. En fait, on n'enseigne pas l'inverse, on enseigne que le savoir-faire. Juste le savoir-faire. Mais encore une fois, c'est basé sur un modèle économique qui n'est pas basé sur la bienveillance. C'est un modèle économique qui rapporte à une très petite poignée de personnes qui veulent mettre du gaz dans leur crise de bateau à 20 millions. Moi, ça m'écoeure, tu comprends? Ça m'écoeure vraiment beaucoup parce que ça fait en sorte qu'il y a des gens qui ne sont pas en mesure de s'émanciper correctement. D'un autre côté, je suis pour la liberté économique parce qu'on le sait, il y a des études qui le prouvent, que les pays avec la plus grande liberté économique, c'est aussi les pays avec la plus grande liberté d'expression, avec le moins d'oppression sur les différentes strates de la société. C'est aussi les pays où il y a le moins de problèmes psychosociaux, mais on en a quand même. Donc, en ce moment, notre système, il ne fonctionne pas. Notre système capitaliste ne fonctionne pas. Je suis le premier à trouver ça le fun de faire de l'argent. Quand je vois que je vends des ateliers, je vends 300 places en 4 jours, je suis comme « Oh my God, c'est extraordinaire », mais je sais que cet argent-là, je ne la garde pas pour m'acheter des bibelots en or. Je veux dire, ou un lit à 400 000. Ou un lit à 400 000. Je paye l'impôt qu'il faut que je paye dessus. Je paye les taxes que j'ai à payer. Puis ensuite de ça, ben, je le distribue dans des affaires que je pense que, ils vont me faire du bien, mais il faut que je paye mon loyer, il faut que je mange aussi. Mais comme, tu sais, je mange pas des pépettes d'or puis j'habite pas dans un château. Mon hypothèque me coûte 700$ par mois. Tu sais, je suis pas excessif, là. Tu comprends? La plus grosse dépense que j'ai, c'est mon char parce que j'ai comme un... Puis je vise à me déconditionner. Mais t'as le droit aussi, par exemple. Oui, j'ai le droit, je comprends qu'on est en mode minimaliste. Puis tu sais, J'ai le droit, mais à quoi ça sert, Étienne? C'est full important. Tu peux faire bien des affaires dans la vie. Ça sert à... Mais à quoi ça sert? Mais moi, ça, je peux challenger ça, par exemple. Non, mais dans le sens où ça sert à... Tu tripes char. Tu conduis un gros char. Tu peux te le permettre. Tu ne blesses pas personne. Tu continues, tu donnes d'un côté. Puis tu profites de l'autre aussi. Fait que ça... Si à parce qu'il ne faut pas que ça devienne maladif non plus à trop vouloir
s'assurer d'être dans le minimalisme, dans la pureté. Tu sais, comme, c'est pas impur. L'argent, c'est pas le mal. Puis, Non. tu sais, ça, c'est un enjeu des fois qu'on a au Québec. Tu sais, où tu fais de l'argent, il faut pas trop que t'en parles. Parce que là, l'argent, t'es perçu comme un crosseur si t'en as. Mhm. Spontanément. Ben pourquoi? Parce que mais cette réaction-là, elle est légitime parce que ça vient de quelque part. Je veux dire, quand nos parents travaillaient dans des shops puis ils se faisaient exploiter par le boss, ben là, on n'a pas eu le choix de mettre des syndicats en place parce qu'à un moment donné, il y a des gens qui se faisaient manger à laine sur le dos, puis c'est pas correct. Maintenant, c'est pas moins violent, c'est juste plus sophistiqué. On le fait d'une autre manière. On dit, viens travailler chez Google, il y a laveuse, sécheuse, tu peux t'entraîner, faire du yoga, on va te plaquer en or, on va garder tes enfants, mais c'est comme non, d'autres, c'est pas ça que je veux, paye-moi plus, fais-moi travailler moins. Si tu es capable de m'offrir ça, cet argent-là, au lieu de t'en servir pour sauver de l'impôt, donne-moi-la. Moi, je sais qu'est-ce que je vais faire avec. Puis si j'en ai trop, je vais faire la même affaire. Ça, c'est le vrai trickle-down économique. C'est d'empowerer les gens avec l'argent, mais de leur faire prendre conscience qu'il faut que leurs dépenses soient en lien avec leur système de valeur. Moi, il y a un gars que je suis sur Instagram, Olivier Benloulou. Il y a une collection de voitures qui me fait mourir. Il y a des chars, mon gars. Là. Il y a une Bugatti Chiron. Elle est hallucinante. Le gars, il dit des affaires vraiment pertinentes, mais j'aimerais vraiment ça m'asseoir avec lui et faire comme pourquoi 35 voitures? Puis en même temps, s'il réussit à générer des revenus avec ça, puis j'ai aucun jugement face à cette personne-là. Je veux dire, je vais autant prendre 2 heures de ma vie pour jaser avec lui que je vais prendre 2 heures de ma vie pour jaser avec une personne d'une communauté marginalisée ou whatever, parce que, man, on n'a pas le choix de vivre ensemble. Je peux pas faire semblant qu'un ou l'autre n'existe pas, puis je peux pas condamner un avec un jugement de valeur ou condamner l'autre avec un jugement de valeur. Tu comprends? Pour moi, on doit ouvrir la discussion, puis est-ce qu'on doit censurer les gens? Non, mais on doit choisir les conversations qu'on a, par exemple. Tu as choisi de t'associer avec Emmanuel Parent. Oui. Pourquoi? Hey, ça, man, c'est tellement drôle. Le 2 décembre 2019, je fais une vidéo, je dis que j'avais dit quand j'allais vendre mes voitures, mes motos, toutes les affaires que j'avais pas de besoin pour être heureux, j'allais... T'as fait un Elon Musk de toi avant qu'Elon Musk le fasse. Elon Musk, il est juste épais. Elon Musk, honnêtement, j'ai bien de la misère avec ce gars-là parce que c'est le gars le plus intelligent, le plus stupide au monde. Puis il serait là, j'y dirais. Mais comme il dit, il dit, vous pensez que j'ai trop de possessions? Parfait, je vais vendre ma maison qui vaut je sais pas combien. Mais t'as encore l'argent. Et dans tes poches, l'argent, t'as juste transformé les murs en cash. Mais en quoi c'est pas bon? En quoi c'est pas bon? Je veux dire, ce qu'on te demande, c'est de te débarrasser. C'est pas de transformer un actif en liquide. Moi, je pense pas que c'est que pour ça qu'il a fait ça. Moi, je pense que c'est un gars, puis écoute, on part sur 18, mais moi, je pense que c'est un gars qui pense toujours en termes de temps. Tu sais, OK, si j'achète un char, je fais pas juste l'acheter puis ça finit là, même si je la roule pas. Il y a de l'entretien, il y a il faut que j'aie changé plus, il faut que je la roule un peu. Ça te gruge du temps. Chaque affaire que tu achètes te prend du temps. Lui, je pense qu'il calcule sa vie en termes de temps. L'énergie que j'ai dans la maison, de bâtir, il parlait son dernier podcast avec Joe Rogan parlait de possiblement se bâtir une maison à la Tony Stark, une espèce de grosse cabane. Mais il fait, si je mets de l'énergie là, je peux pas mettre le temps que je mets là, je peux pas le prendre puis le mettre sur essayer de nous amener sur Mars pour coloniser Mars. Ouais. Fait que ça, c'est un autre enjeu pour moi. Je suis pas certain que c'est une affaire économique tant que ça. Ben, puis écoute, je connais pas assez Elon pour me prononcer sur le gars, mais des fois, je trouve que juste la manière dont il traite la bourse, l'action de sa compagnie dans la sphère publique, comme ça se fait pas. Je veux dire, il y a des manières de faire les choses. Puis, il est très, très cavalier. Il est très cavalier, puis c'est correct, parce que ça prend du monde qui repousse les limites, mais à un moment donné, il faut s'assurer que la responsabilité qu'on prend, on est capable de la prendre à 100%. Puis pour moi, des fois, il y a des choses qui sont irresponsables. Puis là, encore une fois, je te dis ça, man, je suis pas au-dessus de personne, là. C'est juste, j'essaie d'objecter ma conscience, j'essaie de le faire avec moi, puis je fais des erreurs aussi des fois. Si on a fait un virage, tu dis qu'en 2019, tu as commencé à te départir de tes affaires. Exactement. Parce que je veux savoir pourquoi tu t'es associé à Emmanuel Parent. Check ça. 2019, je fais la vidéo. Je dis, bon, finalement, ce que je vous annonce, dans le fond, c'est que je quitte la photo, puis je mets une fondation sur pied, ça va s'appeler Le Ciel, ça va servir à ta. Et là, je dis, j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider parce que je suis pas le gars le plus structuré au monde. J'ai besoin d'un bras droit pour m'aider. Fait que moi, dans ma tête, je partais de la fondation, je calais la shot, je gaulais les affaires, puis j'avais une personne qui m'aidait à faire ça. Et là, je dis aux gens, envoyez-moi votre CV si jamais ça vous tente d'être cette personne-là. J'ai reçu 135, entre 135 et 155, je ne me souviens plus, là, parce que je me souviens du chiffre qui avait augmenté sur ma boîte de courriel, CV en 1 heure après la vidéo. Les gens étaient comme « Holy shit! On veut donner un coup de main. » Et là, j'ai dit « Je ne serai jamais capable de trier ça, man. Je ne sais pas quoi faire. » Fait que j'ai dit « La vie va bien me servir. » J'ai scrollé mon téléphone au hasard, puis j'ai pointé un nom. C'est tombé sur Emmanuel Parent.
Puis, je mets son nom de famille parce que j'ai une amie qui s'appelle Marie-Joëlle Parent que j'adore, je trouve extraordinaire. Puis, Emmanuel, j'ai failli appeler Jeanne Emmanuel. C'était dans nos choix. Fait que j'ai dit, c'est quand même drôle. Je vais lire ce qu'elle a à dire. Elle avait pris ma vidéo point par point pour m'expliquer ce qu'elle ferait à ma place, parce qu'elle a fait un doctorat en ce moment. Sa thèse de doctorat, elle le fait sur les normes sociales utilisées ou créées par les adolescents sur les médias sociaux. Puis j'ai fait, la vie fait vraiment bien les choses. T'es tombé par hasard? Par hasard. Donc le 2 décembre, c'était 2 décembre 2019. Attends un peu, je vais être sûr de me rappeler des faits. 2 décembre 2019, on était un lundi. Le dimanche suivant, le 8 décembre, je vais prendre un café avec Emmanuel. 20 minutes dans la conversation, je l'engage. Et ça fait 1 an qu'on travaille ensemble. Ben voyons donc. Si le nom avait été. Si le CV avait été poche, t'aurais fait quoi? J'ai même pas regardé le CV. Non, mais dans le sens où tu sais, t'as quand même vu que c'était point par point qu'elle a pris. Oui, ça, mais puis même à 3 fois par jour, Marie-Lou, elle m'entend pas, mais elle pourra te le confirmer. On n'a jamais engagé personne en regardant les CV. On n'a jamais fait d'entrevues qui ont duré plus que 20 minutes, puis on n'a jamais gardé quelqu'un moins que 3 ans. Okay. À quelques exceptions près, là. Mais pour moi, ça se sait. La manière d'être d'une personne, c'est assez facile à saisir. Encore faut-il que cette personne-là soit connectée sur son système de valeurs, encore une fois. Mais tu vois, Emmanuel, c'est dans le top 3 des personnes les plus hilarantes que j'ai rencontrées de ma vie. Il n'y a pas un meeting qu'on fait qu'on finit pas en pleurant de rire. Mais comme hurler de rire, comme c'est pas permis. Puis je dis tout le temps à Emmanuel, qui est la cofondatrice du Ciel, si c'était pas de toi, on serait absolument pas là aujourd'hui. Mm-hmm. Fait que Emmanuel mérite tout le crédit qui lui revient. C'est vraiment important pour moi de parler d'elle. C'est une jeune femme, elle a 25 ans. Wow. À 25 ans, je me mettais des condoms sur la tête pour faire rire le monde. Je l'ai fait aussi à 34 pendant la pandémie avec Arnaud Soli. Mais à 25 ans, j'ai manqué ce truc-là, mais j'ai capté votre fou rire à un moment donné, puis ça avait l'air complètement tordant. Ah mon gars, ça m'a un peu sauvé la vie pendant le confinement. Puis, Emmanuel, elle m'a aidé aussi à passer à travers le confinement. C'est la première personne à qui je travaillais qui acceptait mes enjeux, puis qui était comme, hey, c'est correct, on est en pandémie, man, t'es pas obligé de performer comme un malade. Puis genre, je comprends que cette semaine, finalement, tu call off parce que t'es fatigué, mais comme... C'était essoufflant, tu sais, puis c'est pas facile de partir de quoi à zéro, puis d'aller cogner à des portes, puis de dire, hey, by the way, nous autres, on s'adresse aux médias sociaux, puis nanana, on a déjà il y avait un forum le 22 février, je pense, avec le gouvernement du Québec. Lionel Carman nous a fait une place à ce forum-là, où il y a des scientifiques qui présentaient des résultats de recherche sur le numérique, les écrans, la santé chez les enfants, chez les ados, chez les adultes. Super fascinant. Donc, on sait qu'on a une certaine crédibilité, puis écoute, je vois comment les gens réagissent à notre contenu, puis je suis tellement content, man. Je suis tellement heureux. Puis Emmanuel est grandement responsable de la réussite et du maintien de la pérennité de cette aventure-là. Comment tu vas être capable de calculer le succès puis l'impact que vous allez avoir? Je ne sais pas si je vais le voir de mon vivant, mais je vais être capable de le mesurer avec les échos que je vais avoir de l'impact qu'on a sur le terrain. Quand j'ai compris que 3 fois par jour avait un impact, quand un matin qu'on allait signer des livres à Québec, il y a une madame qui a traversé la rue, en plein milieu de la rue à Québec, en pleurant, puis elle est venue prendre Marie-Lou de même. Puis elle dit, elle avait de la difficulté à parler, elle pleurait, mon gars, comme si elle venait de perdre quelqu'un, puis elle disait, tu peux pas comprendre comment t'as sauvé notre famille. Moi, je fais des photos de muffins, tu comprends? Puis là, je suis comme, qu'est-ce qui se passe? Puis là, Marie-Lou, on commence à poser des questions. Mais ma fille, ça fait 3 fois qu'on l'a fait hospitaliser, tout ça. Puis à un moment donné, elle était à l'hôpital. Elle a pris votre livre. Puis un soir qu'elle revenait à la maison, elle nous a fait à souper puis elle a mangé avec nous. Je t'en parle, j'ai le moton, mon gars. Wow. Ça me fait capoter parce que il n'y a pas de petits gestes que tu peux faire. Puis oui, 3 fois par jour, toute la cuisine blanche, la routine du matin, la vidéo qui nous a valu les pires insultes au monde. Puis, tu sais, on a fait des erreurs puis tout ça, mais à la fin de la journée, moi, puis je sais que c'est Kéten, puis tout le monde dit ça, mais j'ai fait la différence dans la vie d'une personne. Tu sais. Si j'ai empêché cette personne-là d'aller plus profond dans son désespoir, ou whatever, puis je prétends pas avoir ce pouvoir-là, mais si tu l'as, puis Marie-Lou aussi, puis tu as un côté, puis Marie-Lou, je la connais pas, toi, je te connais un peu plus, mais tu as un côté humain très développé. Ça vient du fait que j'ai beaucoup souffert, tu sais. Est-ce qu'il n'y a pas une... Je vais te poser la question en te parlant de moi.
quand j'ai parlé ouvertement de mes enjeux avec la dépendance, les enjeux de santé mentale, que je me suis remis à la map, puis que j'ai décidé d'être un livre ouvert avec ça, j'ai reçu, et je continue de recevoir à toutes les semaines, des centaines de messages de gens qui s'identifient, des gens qui sont en détresse psychologique, de gens qui s'inquiètent pour des proches. Et je dois admettre que, par moment, c'est lourd un peu. Et je ne suis pas thérapeute. Je ne suis certainement pas un médecin traitant en santé mentale ou ni un expert. Je ne suis qu'un gars qui l'a vécu. Est-ce que toi, de ce côté-là, tu as une espèce de système où tu as de l'aide pour gérer ces commentaires-là, ces trucs-là? Est-ce que tu réponds à tout le monde? Comment tu gères ça? J'en reçois aussi, c'est sûr. Surtout quand je vais parler de dépression, de troubles anxieux, d'arrêter de boire de l'alcool, tout ça, j'en reçois. J'essaie de répondre à quelques moments, mais je peux pas faire ça parce que je suis un gars qui est très sensible. Je suis très, très affecté par le climat social et le mal des gens. Ça me touche réellement profondément. Ça me fait vraiment quelque chose. J'ai jamais fait d'insomnie de ma vie, sauf au début du confinement, parce que je voyais les impacts économiques sur les personnes vulnérables, puis comme ça me faisait vraiment quelque chose. Puis je te dis pas ça pour avoir l'air cute, je te dis ça parce que, man, ça me fait de quoi? J'avais 6 ans, puis je faisais des crises de larmes à mon père quand je voyais des itinérants, tu sais. Parce que je comprenais pas pourquoi il n'y avait pas de maison, puis ça me faisait capoter, puis j'ai toujours été de même, puis je m'en cache pas. Puis ma plus grande réussite pour moi dans la vie, c'est d'avoir préservé ma sensibilité. C'est tellement l'affaire la plus importante. Fait que non, je réponds pas à tout le monde parce que je suis pas une personne qui est apte à le faire. Je suis pas un professionnel de la santé mentale. Je prétends pas le faire. Mais ce que je fais, c'est publiquement, je vais partager des ressources. Je vais envoyer un beau modèle, tu diriges dans les bonnes directions. J'essaye, man. C'est pas mon combat, tu sais. Puis c'est que la personne qui s'adresse à moi pour ça me donne un pouvoir. Puis c'est pas un pouvoir dont je suis prête à assumer les responsabilités. Parce que si cette personne-là prend une décision à cause de ce que j'y ai dit, puis que ça vire bien ou ça vire mal, c'est moi qui est responsable en quelque part. Je peux me déresponsabiliser puis intellectualiser pourquoi c'est pas ma faute ou whatever, mais je me suis commis. Puis je me dis, tant qu'à m'engager, je vais le faire pour les bonnes raisons et je n'ai pas la capacité de faire ça, donc je réponds pas. Ouais. D'un autre côté, le fait d'accepter de répondre puis de parler à cette personne-là, c'est d'acquiescer que la meilleure ressource que cette personne-là a, c'est toi. Ouais. Puis c'est comme pour moi, je donne jamais d'argent à des itinérants qui viennent quêter. Je vais donner de la bouffe, des vêtements. Je donne jamais d'argent. Parce que pour moi, c'est de dire, voici ce que tu mérites. Si tu continues à faire ça, on va te donner de l'argent puis on va te garder là-dedans. Il y a beaucoup d'autres enjeux reliés à l'itinérance. Mais je pense comprends ton angle. Mais je pense que pour aider l'itinérance, on doit mettre en place des structures. Ça va plus loin que de donner d'éducation. On ne réglera pas la misère avec un chèque. Tu comprends? Ouais. Fait que je préfère donner des choses essentielles que de donner de l'argent qui peuvent se transformer en consommation supplémentaire. Et alors là, j'aurais participé à un problème qui fait en sorte que cette personne-là reste dans la rue, tu sais. Puis il y a plein de gens qui pensent différemment, puis c'est correct, mais moi, je pense, encore une fois, je vais revenir à ça, la meilleure forme de philanthropie, c'est de payer des taxes et des impôts. Puis moi, ça m'écoeure d'entendre du monde dire « Ouais, mais là, si on te met à faire en sorte que tu ne peux pas faire plus de revenus, ben là, tu vas travailler moins. » Je suis comme parfait, mais les revenus supplémentaires que tu aurais reçus, ben, ils vont aller à quelqu'un d'autre. Cette personne-là, à un moment donné, quand elle va avoir capé ses revenus, quelqu'un d'autre va en faire. On va empêcher les monopoles. On va empêcher le fait qu'on retient de l'argent dans les mains d'une petite poignée de gens qui s'en servent pour s'acheter 14 Ferrari. Puis je pense que c'est correct. J'ai rien contre ça. Mais en même temps, j'aimerais ça m'asseoir avec une personne qui en a 14 Ferrari puis faire comme « What's the deal? » Tu sais, comment... Je veux comprendre. Je veux juste comprendre. Puis si c'est ça, ça sera ça. Puis sinon, ben, on aura eu une connexion, whatever. Ouais. C'est inspirant, man. Je sais pas trop, man. Tu me demandes, tu t'en vas où dans la vie? Puis j'en ai aucune calice d'idée. C'est ma prochaine question. Mais en fait, non, mais je voulais savoir en terminant, tu sais, comme, what's next? Tu sais, pour Alex, je sais what's next pour Ciel. Tu sais, d'un côté, tu as Ciel, de l'autre côté, tu as tes ateliers de photographie qui sont encore ultra populaires. D'ailleurs, c'était un cadeau que j'avais donné à Maïka. Elle n'est jamais venue. Elle n'est jamais venue parce que Maïka a fait à sa tête. C'est un autre, on pourrait partir pendant des heures. Mais ouais, qu'est-ce qui s'en vient? Qu'est-ce qui s'en vient? Moi, quand les gens me demandent ce que je fais présentement dans la vie, je suis comme j'ai du fun. Ouais. C'est un beau luxe, c'est une belle liberté que tu peux avoir à l'âge que tu as. C'est plus que du luxe, pour vrai, parce que je regarde le climat social puis je regarde la récession économique qui grandit. Là, on pense qu'on est chill. Parce qu'on est sur respirateur artificiel présentement. Attends un peu, man. Ouais. Dans 5-6 ans, là, ça sera plus drôle. Puis la prochaine génération va essuyer
nos excès, comme on essuie les excès de nos parents, puis comme il va falloir qu'on trouve un moyen. Puis je veux pas être pessimiste, je suis juste réaliste, puis je veux juste dire que je réalise à quel point je suis chanceux. Puis je me dis, tant qu'à faire ça, je vais mettre mon temps. Pour moi, le temps le plus précieux que je passe, c'est le temps que je passe avec ma fille. Je me considère pas encore comme le père le plus présent puis le meilleur, mais tu sais, on a toujours du chemin à faire, mais je pense que je suis très présent et doux avec ma fille. Puis là, la relation est le fun parce qu'elle parle plus. Puis Elle rentre à quel âge, là? 5 ans. Okay. 5 ans dans... On est quoi, là? On est le 8. 5 ans dans 7 jours. Wow. C'est le fun. C'est un bel âge. Ouais. Le 17 décembre, elle va avoir 5 ans. J'en ai brillante. Puis... c'est ça. Qu'est-ce qui s'en vient pour le reste? J'aime ça aider des petites business. Ouais. J'aime ça aider des gens qui ont des comptes Instagram que je trouve inspirants, qui font des memes, qui font des trucs. J'aime ça. Là, je me suis acheté un campeur pour partir sur la route. Ce que j'aimerais le plus faire, c'est d'aller dans les communautés autochtones pour aller faire des conférences sur les médias sociaux. Parce que c'est une communauté que j'apprécie. Mon arrière-grand-mère était... je sais pas si elle était cri exactement, parce que tu sais, des fois, tu peux avoir plusieurs racines différentes, mais je sais qu'elle avait du cri. Puis ça a été une des premières femmes autochtones à se divorcer d'un mari alcoolique, violent et compagnie. Puis j'ai toujours admiré pour ça. C'est l'histoire qu'on m'a racontée. Puis j'ai tellement d'admiration pour ces communautés-là qui font des affaires que notre société devrait faire depuis des années, mais eux autres, c'est juste un mode de vie, puis c'est chill. Tu sais. Ouais. La chasse responsable. Les pêches, la façon, tu sais, comment le respect de la nature. Le respect de la nature, le respect de la communauté, l'esprit de groupe, l'esprit communautaire qu'on n'a pas nécessairement nous ici. Fait que j'aimerais ça aller faire des conférences pour ces personnes-là, voir du pays un peu, puis pas pour me donner une tape dans le dos, mais parce que je pense que c'est un atout important pour ces gens-là. De plus en plus de personnes autochtones aussi qui prennent d'assaut les réseaux sociaux pour parler d'être outillé et équipé, ça peut pas leur nuire. Ben, c'est exactement ça. Puis, étant donné qu'en présence, ben, on peut pas aller trop loin, moi, j'aimerais ça aller dans des endroits plus reculés pour qu'eux autres aussi aient accès à cette information-là. On dirait qu'au Québec, tout part de Montréal, puis après ça, ben, ça s'étend. Moi, j'aimerais ça commencer par ce qui est autour, puis revenir vers le centre ensuite. Ouais. Je veux voyager avec ma fille, comme mon père a fait avec moi, des longs road trips. Je veux lui montrer le Québec. Je veux lui faire apprécier notre province, la force qu'on a dans un paquet de domaines économiques, social, scientifiques. On est tellement une province hallucinante. C'est ça que je veux. Je veux avoir du plaisir. Puis pour moi, avoir du plaisir, c'est ne pas faire de compromis sur son système de valeurs. La chose que j'aime le plus au monde, c'est bien dormir. Fait que je m'arrange pour avoir la conscience tranquille puis dormir le mieux possible. C'est pas toujours facile, mais man, j'ose croire que j'y arrive un peu. Là. Je suis certain que tu y arrives. Hein? Hey, merci Alex, merci de ton temps, j'apprécie. Puis c'est toujours le fun de jaser, c'est sûr. Je vais vouloir que tu reviennes à un moment donné puis qu'on check des games ensemble. Puis, quand tu veux. Moi, je connais rien au sport, fait que je pense que ça serait nice. Tu t'entraînes, par exemple? Oh, mais c'est pas du sport d'autre, je lève des poids, là. Je peux pas te dire c'est quoi un jeu. Je connais rien au hockey, rien. Tu viendras chiller. Merci beaucoup, Ben. Merci. Celui-là, il est fort, par exemple. C'est le seul qui a de l'alcool dedans que t'as fait. Ça fait plaisir, man. T'es hot, man.